Mesdames et messieurs, bonsoir. L'équipe du bureau du Parlement européen à Marseille vous remercie de nous rejoindre ce soir pour ce débat relatif à la valeur ajoutée de l'Union européenne dans la lutte contre le cancer. Bonsoir aux personnes présentes dans la salle et surtout à ceux qui ont préféré suivre ce débat en ligne, la grande majorité d'entre vous. Je tiens à adresser aussi nos remerciements aux structures partenaires pour la réalisation de ce débat, à savoir le Cancéropole Lyon Auvergne-Rhône-Alpes et Europe Direct Lyon Métropole à votre service à Lyon pour vous informer sur l'Union européenne. Avant de vous introduire les oratrices de ce débat, quelques mots sur le rôle d'un bureau du Parlement européen. En France, il y en a deux, un à Paris et un à Marseille, qui couvrent le sud-est de la France. Le rôle d'un bureau du Parlement européen est de rapprocher le Parlement et les députés européens élus avec les citoyens, les associations, les autorités locales, comme les médias sur le territoire. Comment? En organisant des débats thématiques comme ce soir, ou des événements annuels, par exemple, lors de la Journée de l'Europe. Nous guidons aussi les citoyens comme les médias qui ont des questions sur le Parlement européen et ses activités. Vous pouvez donc nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous organisons aussi des rencontres avec les jeunes, diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, membres ou non du programme Euroscola ou du programme École ambassadrice. D'ailleurs, si vous désirez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou participer aux nôtres, nous vous invitons à rejoindre la plateforme ensemble.eu. C'est une plateforme qui va se poursuivre jusqu'aux élections européennes de 2024. Elle regroupe différents profils de personnes et permet des échanges sur l'Europe. Et chacun des bureaux du Parlement européen en Europe peut inscrire vos initiatives qui sont connues des autres et vous apporte des échanges. Pour contribuer aussi donc à votre vision sur l'Europe, vous pouvez donner votre point de vue sur le futur de l'Europe en allant sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe, futureu.europa.eu. Les oratrices, donc, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir pour parler de la valeur ajoutée de l'Union européenne dans la lutte contre le cancer, ont toutes les trois un rôle institutionnel dans le projet de rapport qui s'intitule « Le renforcement de l'Europe dans la lutte contre le cancer vers une stratégie globale et coordonnée ». Donc, je vous présente Véronique Trier-Lenoir, qui est rapporteure pour le Parlement européen, pour le groupe Renew Europe, Joël Mélin, rapporteur pour le groupe Identité et démocratie, et Michel Rivasi, qui va nous rejoindre dans peu de temps, rapporteur pour le groupe des Verts et Alliance libre européenne. Nous avons déjà reçu des questions lors des inscriptions. Elles ont été transmises aux oratrices du panel. Vous pouvez continuer à écrire vos questions dans le chat Zoom ou le Facebook Live. Nous essaierons d'en transmettre le maximum aux oratrices pendant ce débat, même si, comme souvent, le temps va sûrement passer trop vite pour toutes les mentionner. J'espère donc que vous allez passer un moment intéressant à nos côtés. Et je passe la parole à Pierre Hainaut, directeur de l'Institut pour l'avancée des biosciences, professeur en biologie du cancer et titulaire de la chaire d'excellence en recherche transnationale à l'Université Grenoble-Alpes. Pierre Hainaut donc va modérer ce débat ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup et bienvenue à tous dans ce débat, tous vous ici présents et puis ceux qui sont présents à distance. Donc n'hésitez pas, comme indiqué, à utiliser la chatline pour poser des questions et pour manifester votre souhait d'intervenir dans ce débat. Juste un tout petit mot de cadrage pour l'ouverture de ce débat. Bon, on est là dans une situation qui est nouvelle. On voit apparaître un plan de grande ampleur au niveau européen. Donc c'est un événement en soi. Et ça signale un certain nombre de changements aussi dans la prise de conscience de l'importance de ce genre de problématiques et des questions de santé de façon générale. Alors juste en 2-3 mots, parce que je pense que ce plan est complexe et que peut-être que tout le monde n'en est certainement pas informé de l'ambition de ce que ce plan couvre. Il y a 5 grands domaines d'action qui sont identifiés à travers le rapport au Parlement européen, qui sont la prévention, dans toutes les dimensions de la prévention,
le dépistage et la détection précoce des cancers, l'amélioration de la qualité des soins et très spécifiquement l'égalité face aux soins, l'égalité d'accès à travers l'Europe, et puis le soutien aux patients, aux survivants et aux soignants, et la prise en compte également des populations fragiles spécifiques, et notamment les cancers des enfants et de l'adolescent. Et puis des outils et des instruments mis en place qui sont la coordination de la recherche, le partage des connaissances, notamment l'intégration vers la création intégrée d'un institut intégré du cancer en Europe. Et puis, derrière, un budget, un financement, je pense que vous en direz plus, mais on parle d'une enveloppe de l'ordre de 4 milliards d'euros pour le financement de ce plan, ce qui est une somme quand même assez considérable. Voilà, donc on va parler de tout ça, et donc les questions sur tous ces sujets sont les bienvenues. Ce dont on ne va probablement pas parler en détail dans ce débat-ci, ce sont des questions purement, je dirais, d'expertise scientifique. On a reçu parmi les questions des questions super intéressantes et passionnantes, par exemple sur la technologie ARN ou sur telle ou telle nouvelles avancées. Le but, ce n'est pas de faire un débat d'experts, ici c'est plutôt de parler du plan et de son impact sur le citoyen, de comment ça s'articule avec les politiques nationales et qu'est-ce que ça va changer, etc. N'empêche, toute question est bienvenue, donc n'hésitez pas. Alors pour commencer, pour ouvrir le débat, ce que je vais proposer, c'est à Mme Trier-Lenoir, à Mme Mélin, de nous donner votre sentiment général sur ce plan. En quoi vous considérez que c'est une avancée? Qu'est-ce qu'il a de bien? Qu'est-ce qu'il est éventuellement de moins bien? Qu'est-ce qui lui manque? Et très spécifiquement, pour reprendre une des questions qui est revenue plusieurs fois et qui semble vraiment importante, c'est de dire c'est quoi la valeur ajoutée d'un engagement de l'Europe dans un plan comme ça. La santé est essentiellement une prérogative de politique publique au niveau des États. Qu'est-ce que l'implication de l'Europe ajoute en plus? Et quelles sont les questions que ça pose? Voilà, Madame Trier-Lenoir, voulez-vous prendre la parole? Merci beaucoup. On aurait pu aussi la donner à Madame Mélin qui vient de plus loin que moi, puisque j'ai la chance d'habiter dans cette belle ville de Lyon. Tout d'abord, merci beaucoup au Parlement européen pour cette invitation. Merci aussi à toi, mon cher Pierre, président de ce cancéropôle qui m'est particulièrement cher et qui œuvre au niveau régional pour la mise en place des politiques de santé en cancérologie. Alors, la question de la valeur ajoutée de l'Union européenne sur ce plan cancer et sur la santé en général, elle est absolument majeure. Je crois que s'il y a une leçon que nous avons pu retenir de la crise que nous avons et que nous sommes toujours en train de traverser, c'est qu'on est plus fort ensemble. Et par exemple, mais je ne m'étendrai pas davantage, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne et la première brique d'une Union européenne de la santé, eh bien, à l'heure qu'il est, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait vacciné. Donc, on a vraiment, par l'exemple et par la tragédie qu'on a vécue, eu cette démonstration qu'on est plus fort et qu'on est meilleur ensemble. On est meilleur ensemble chaque fois qu'on est dans une situation qui soit dépasse nos frontières, soit est une situation suffisamment rare et complexe pour qu'on ait à la traiter ensemble, soit parce qu'on est dans une situation où on a besoin d'une masse critique. Je m'explique. La situation dans laquelle on ne peut pas laisser aux États membres la seule prérogative, c'est celle où une crise sanitaire dépasse les frontières. C'est le cas de la pandémie, nous l'avons vu, mais c'est également le cas de la santé environnementale. La pollution atmosphérique ne s'arrête pas aux frontières, pas davantage que les virus. Donc la prévention, c'est beaucoup une affaire d'Union européenne. Pas seulement, mais beaucoup. Les situations rares, ce sont les situations des tumeurs rares. Et le meilleur exemple, ce sont les cancers de l'enfant. Les cancers de l'enfant sont heureusement rares. On en guérit 80%. Reste 20% de ces enfants dans la détresse absolue de maladies qu'on ne guérit pas. C'est 6 000 morts en Union européenne par an. Et c'est la nécessité absolue de se mettre tous ensemble autour de ce problème. Et globalement, en matière de recherche,
Nous avons besoin de masse critique, et ce n'est pas le grand chercheur qui est à ma gauche qui me contradira. On a besoin d'international pour faire une recherche de qualité, et du reste, on a la chance d'avoir le Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, et on a besoin, les équipes de chercheurs ont besoin de travailler tous ensemble, mais en fait, ils le font déjà. Simplement, ce qu'il faut, c'est que les efforts soient encore plus structurés pour les aider, les inciter davantage à travailler ensemble et surtout à éviter de travailler chacun de son côté sur le même sujet. Donc ça, c'est l'affaire de l'Union européenne. Le domaine du médicament est également un domaine dans lequel nous avons besoin d'Union européenne. Nous en avons besoin, ça s'est vu pendant cette crise, pour la production qui doit être mutualisée au niveau du sol européen. Nous en aurons également besoin pour lutter contre les pénuries. Et ceux d'entre vous qui suivent l'actualité savent que c'est à nouveau aujourd'hui la une des journaux télévisés, que ces pénuries de médicaments qui touchent en particulier certains patients atteints de cancer. Et puis, si nous sommes malins, nous négocierons plus facilement face à l'industrie de santé, en particulier les prix des médicaments. Donc là encore, nous avons besoin d'être ensemble. Dernier volet, nous avons besoin de partager nos savoirs, nos compétences, nos données. Nous avons besoin de lutter contre les inégalités de santé. 25% de différence de survie d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Est-ce que c'est acceptable? Entre la France et la Roumanie, par exemple. Et en plus, la Roumanie, on leur prend leurs médecins. C'est-à-dire que la Roumanie forme des médecins qui, pour des raisons évidentes de salaire et de conditions de travail plus confortables en France, viennent travailler en France. Ça n'est pas raisonnable et c'est un domaine dans lequel les échanges de pratiques, la mobilité des professionnels de santé vont nous aider. La lutte contre les inégalités de santé devant, à mon avis, aller au-delà des frontières de l'Europe jusqu'aux pays à bas revenus, comme par exemple l'Afrique. Je pense que ces deux points sont vraiment ceux qui montrent la valeur ajoutée de l'Union européenne et c'est ceux sur lesquels j'espère qu'on va pouvoir continuer ce débat. Merci Madame Trier-Lenoir. Madame Melin, voulez-vous donner votre perspective? Oui, bien sûr. Alors, elle ne converge pas totalement avec celle de Madame Trier-Lenoir, parce que la question que je me pose et que beaucoup de gens se posent, c'est que va-t-on partir sur un échelon supranational ou reste-t-on dans ce qui se passe, et qui se passe pas mal jusqu'à présent, il faut bien dire, qui est une coopération entre les États membres à des niveaux de plus en plus expertaux, puisqu'il y a dans tous les pays d'Europe des oncopoles, des organisations qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, je dois dire que le plan cancer ressemble tout à fait aux différents plans cancer, plan cancer européen j'entends, au plan cancer, les 4 précédents en France et maintenant la stratégie décennale où on recouvre à l'évidence, et ça tombe sous le sens, tous les éléments qui vont du diagnostic précoce, de la prévention au diagnostic précoce, la prise en charge et le suivi des familles et des personnes survivantes. Donc là, il y a actuellement une coopération, d'autant plus que tous nos scientifiques, c'était pas vrai quand j'ai commencé mes études, mais maintenant ça l'est, tous nos scientifiques sont hyper connectés et les banques de données se font automatiquement. Donc le souci est de savoir si nous continuons comme la situation actuelle, dans le respect, pour revenir à ce que se disait Madame Trier-Lenoir, dans le respect de l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que l'Europe a défini ses prérogatives dans le cadre de la santé publique. Et là, oui, c'est quelque chose qui est parfaitement... Là encore, ça tombe sous le sens. On a bien vu avec le Covid, il n'y a pas de frontières. On l'a vu avec Zika ou celles qui se sont arrêtées à certaines frontières, entre guillemets, mais sont toujours en limite de réapparaître. Tout ce qui est au regard des pathologies portées par les moustiques, qui est toujours là, et puis tous les risques sanitaires et les risques environnementaux. Bien évidemment, j'ai surveillé la qualité de l'air en PACA. On voit très bien que des masses d'air polluées se déplacent depuis très très loin de la mer Adriatique jusque tout le sud de la France. Évidemment, ça se passe comme ça. Donc le problème est de savoir si on va demander à l'Europe d'être supranationale pour apporter une plus-value. Si je caricature, quand on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, ça a débouché sur un sacré échec concernant tout ce qui est l'industrie lourde et la métallurgie.
J'entends pour les pays qui étaient membres à l'époque. Quand on a fait celle de la pêche, quand on a fait l'Europe, voire même la PAC, dans ses premiers balbutiements, les résultats n'ont pas été tout à fait intéressants. Loin de là. Alors, est-ce que pour le cancer, ça va apporter un plus? Oui, tout à fait d'accord, quand vous avez fait l'introduction, monsieur, de dire que ça crée un focus sur ce problème-là, que oui, ça va peut-être renforcer notre vision commune, et que oui, pourquoi pas mobiliser une partie des fonds européens, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour arriver à faire des cofinancements et retourner aux États membres, retourner aux contributeurs de chaque pays, à chaque Européen, certaines sommes financières qui pourraient éventuellement faire avancer la recherche, la prise en charge, développer des registres régionaux, les échelons régionaux qui semblent très importants, et pouvoir permettre une avancée, surtout changer peut-être le regard sur certaines choses. Je pense en particulier aux séquelles que l'on n'a pas toujours prises en compte. Je pense aussi aux accompagnements des familles. Je pense à pas mal de choses. En revanche, on développera peut-être tout à l'heure, il y a quand même des écueils qui me semblent être assez rédhibitoires. C'est la pénétration dans les systèmes de santé pour aller modifier en profondeur nos systèmes sociaux, mais aussi parce qu'il y a un mélange, en France c'est tout à fait net, des budgets d'État, des budgets sociaux et des budgets des collectivités territoriales nécessaires, puisque la territorialisation, on le verra sans doute tout à l'heure, est un échelon majeur dans l'observation et dans la prise en charge des cancers. Il faudra à ce moment-là vérifier que cela n'aboutisse pas à un appauvrissement, un assèchement des financements nationaux, et surtout qu'on ne soit pas amené à créer une sorte de caste, une sorte de corps intermédiaire qui, pour pouvoir exister, se comporterait, comme on le voit souvent avec ces corps intermédiaires, comme un frein et qui ne viennent pas faciliter les choses. Au-delà de ça, différents points pourront être évoqués, ceux qui ont été développés, tout particulièrement pas tant dans le plan cancer que dans le travail des députés qui a été fait sous le contrôle de Madame Trier-Lenoir dans le cadre du rapport de la commission Becca. Et je vous propose, parce que je vous avais évidemment levé beaucoup de questions, et je pense que par rapport à justement quel est l'impact de ce plan cancer sur le citoyen, qu'est-ce qu'il lui apporte, j'entends dans ce que vous dites que l'une et l'autre d'ailleurs, avec évidemment des angles très différents, cette question de l'articulation entre un investissement dans une politique nationale forte et l'échelon européen. Comme vous l'avez dit, en France, par exemple, on a de fait une histoire de plan cancer qui est une histoire très constructive, hein, et que c'est évident quand on voit le plan cancer européen qui s'est aussi largement inspiré des expériences réussies, y compris l'expérience française, qui, je pense, est leader sur le plan, enfin vraiment un exemple qui a servi à irriguer ce concept européen. Maintenant, la question, c'est quand on met en place sur un plan européen, le plan européen posera problème à partir du moment où les États se désinvestiraient en disant c'est l'Europe qui va s'en occuper et nous ne mettons plus de plan en place. Donc la question, c'est dans le plan Cancer Europe, comment est-il prévu d'articuler ça avec le renforcement aussi des plans au niveau des pays et au niveau des territoires? Est-ce que vous voulez l'une et l'autre commenter sur ce que le projet prévoit déjà et éventuellement sur d'éventuels manques ou des trous dans la raquette de ce point de vue-là? Véronique, je pense que vous avez votre micro. Merci beaucoup Pierre. Oui, moi je veux bien commenter parce que c'est un projet que pour le moment je porte dans ce rapport et qui j'espère sera porté à l'échelle du Parlement européen, celui d'un Institut européen du cancer dont la première mission serait de fédérer les plans nationaux, et ça montre à quel point dans cette vision-là, bien évidemment que les politiques nationales ont toute leur place. L'organisation des soins est et doit rester une prérogative nationale. Les 27 États membres ont tous mis en place, sinon des plans de santé publique, du moins des stratégies contre le cancer. Et une des vocations de cet institut que j'appelle de mes voeux sera précisément d'aller vers cette coopération et cette coordination des différentes stratégies nationales. Tout à l'heure, Madame Mélin a dit la santé publique, c'est la prérogative européenne. La difficulté, me semble-t-il, c'est que les frontières de la santé publique ne sont pas très faciles à dresser.
La santé publique, ça peut aller très loin dans la pénétration des systèmes nationaux, que je ne souhaite pas. Donc moi, j'aime bien dire, pour simplifier et pour me simplifier la réflexion, que ce qui est vraiment très strictement du domaine des prérogatives nationales, c'est l'organisation, et en particulier l'organisation des soins. Mais sur tous les sujets que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit la prévention, que ce soit le médicament, que ce soit la recherche, nous avons, et le plan cancer français le dit aussi, nous avons un besoin très fort de l'Europe et d'une coordination à une échelle supranationale, puisque tel est le terme. Oui, j'entends bien. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue, estimant que pourquoi l'Europe viendrait coordonner. C'est tout l'ADN de l'institution Union européenne, si vous voulez. C'est qu'en posant une bonne question, une bonne problématique, en disant nous avons des fonds, donc nous allons les renvoyer sur les États, en permettant d'améliorer, de faire des cofinancements, je sais, d'un seul coup, le préambule, d'ailleurs on le voit dans la totalité des dossiers, hein, on passe pas la page 2 du préambule sans qu'on nous ait dit l'Europe fera mieux que les États membres. C'est un postulat. Alors, pourquoi pas dans certains cas? Pourquoi pas dans certains cas? D'ailleurs, le plan cancer fera sans doute mieux pour certains États qui sont très en retard que pour d'autres. Faut-il pour cela mettre une sorte de structure supplémentaire qui, naturellement, parce que là aussi c'est dans l'ADN de l'Europe, va être coercitive et technocratique. C'est comme ça, on a beaucoup de mal à l'empêcher. On s'en est aperçu dans un dossier qui d'ailleurs se recoupe dans ce dossier du cancer, qui est celui de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Lorsque soutenant d'ailleurs des entrepreneurs, j'étais de ceux qui disaient OK pour permettre aux aidants de pouvoir avoir des plages de temps à donner à leur famille, mais ce n'est pas aux entrepreneurs de le faire. Voilà, ça doit se faire avec des plans d'État, avec des processus nouveaux si ce n'est pas le cas, mais en tout cas pas sur les indemnités journalières, dans le cadre d'une coercition sur les employeurs. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, il y a déjà un petit peu tout autour de la grossesse, d'accord, les jours de deuil et de mariage, d'accord, mais pas sur des périodes très longues où il faut aider les parents, les enfants, quelle que soit la pathologie, à aider. Et quand j'avais interrogé le représentant de la commission, lui-même médecin, il m'avait dit « Mais madame, je sais bien, vous me dites que la France a déjà tout ce qu'il faut, je suis bien d'accord avec vous, sauf que nous voulons que tous les pays aient la même chose. » Alors, oui, pourquoi pas, mais de quel droit va-t-on dire il faut qu'une structure supranationale vienne dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas pour les pays. Je crois que c'est surtout une approche qui soit une approche véritablement voulue par les États. L'Europe, que ce soit on va laisser s'asseoir Madame Rivasi, et que ce soit, bonjour, et donc que ce soit une approche volontaire. Tous ceux qui ont voulu la construction européenne n'ont pas voulu passer dans un carcan. Or, on le voit assez bien, dans certains cas de figure, l'Europe constitue un carcan. Il ne faudrait pas que dans des domaines où chaque État membre a déjà fait un gros travail, depuis même 50 ans, si je me rapproche des registres du cancer faits par les pays scandinaves, ça date des années 70, donc c'est très ancien, les prises de conscience, c'est très ancien. Je ne vois pas véritablement la nécessité d'arriver à quelque chose qui soit construit et fini à ce niveau-là. En revanche, la coopération, quitte à ce qu'elle soit facilitée à différents niveaux par l'Union européenne, ça, c'est pas du tout un souci. Oui, enfin moi, il me semble pas que l'Europe vienne coordonner, et effectivement, les 27 États membres sont assez grands pour trouver le moyen d'avoir des plateformes d'échange de partage qui permettront la facilitation et les échanges de pratiques sans que j'y vois la moindre notion de coercition ni d'une espèce de démon supranational qui vient leur donner des notes. On va voilà, tu auras compris
la tonalité on du va débat. revenir sur, vraiment avec un autre angle sur cette dimension de l'apport européen ou comment ça se positionne, et avec peut-être même une dimension un peu mondiale. Mais je voudrais d'abord accueillir Madame Rivasi. Merci d'être. Merci, mais Et oui. puis vous donner aussi l'occasion de, je dirais, de reprendre les angles que nous avions déjà mis en place, commencer à discuter, et avoir votre éclairage, votre vision d'ensemble sur ce plan Cancer Europe. En quoi est-ce qu'il est innovant? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelles sont éventuellement les questions qu'il pose? Donc la question qui apparaissait, c'est en quoi une coordination ou un investissement européen apporte quelque chose ou pas par rapport à ce qui peut être fait au niveau des États? Qu'est-ce que ça implique en termes des politiques publiques de santé, entre le rôle des États, le rôle de l'Europe, le rôle des territoires, etc. Donc si vous voulez donner votre perspective générale. Mais merci et veuillez m'excuser du retard. Écoutez, c'était l'embouteillage total à Lyon. En plus, avec la pluie, c'était bon. D'où mon retard et vraiment, je m'en excuse. Plan Cancer. Pour nous, c'est très important pour les écologistes. Et je tiens à remercier Véronique quand même pour tout le travail qu'elle a fait parce que ça a été un investissement pendant des mois et des mois, ce plan Cancer. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une épidémie de cancer. L'évaluation, c'est 2,8 millions de cancers en Europe par an. En France, c'est 150 000 de plus par an, donc c'est énorme. Vous voyez, on parle de la pandémie, tout ça, mais les cancers, c'est vraiment une... quand on parle d'épidémie, c'est vraiment ça, et ça touche énormément les pays développés. Donc, pour éviter le cancer, il faut en connaître les causes. Et on s'aperçoit que 40% des cancers peuvent être évitables. C'est pour ça que la dimension européenne est importante. Parce que c'est vrai que la santé, c'était de la souveraineté nationale. Mais quand on voit le plan cancer, on se dit, alors que ça soit le plan cancer d'ailleurs proposé par la Commission, mais ça, elle a dû l'expliquer Véronique, que ça soit la Commission spéciale sur le cancer, où on a abondé et puis on a apporté... beaucoup d'amendements pour enrichir le texte, il faut qu'on trouve des solutions. Et la compétence quand même de l'Europe, c'est la prévention. Parce que comme je vous dis, on peut éviter 40% de cancers en Europe, ça veut dire qu'il faut une prévention, alors que ce soit sur les facteurs de risque qu'on connaît, l'alcool, le tabac, la pollution de l'air, que ce soit toutes les substances toxiques, c'est de la compétence de l'Europe, ça. Et il faut vraiment, et dans le texte, alors ça, vraiment, moi j'ai beaucoup contribué par les amendements, c'est que si on ne booste pas la Commission pour qu'elle révise, voyez, les règlements, pour qu'elle révise les directives, pour que sur les perturbateurs endocriniens, on élimine les perturbateurs endocriniens de notre consommation, parce qu'il y en a de partout. Il y en a aussi bien dans l'alimentaire, mais il y en a dans les biens de consommation, il y en a dans les jouets, il y en a partout. Et si on n'a pas une réglementation, les industriels ne vont pas le faire. Et en plus, ça nous protège de tous les produits qui peuvent venir d'Asie. Donc, c'est toujours un plus, l'Europe, là-dessus. Après, il y a tout ce qui est diagnostic, traitement, dépistage. Et là-dessus, il y a eu de fortes propositions où là, il faut se dire quand même que l'innovation, on ne la trouvera pas tout seul. Et que la coordination sur le plan européen peut favoriser l'innovation pour qu'on trouve de nouvelles thérapies. Parce qu'on est toujours quand même dans la chimio, la radiothérapie, tout ça. Et l'immunothérapie, je trouve que c'est vraiment un secteur qui a apporté un plus, vous voyez, pour vraiment soigner les cancers. Et ça, il faut être groupé pour le faire. Donc, moi, je trouve que le texte, il est une meilleure coordination, parce que ce qu'il faut qu'on voit, enfin, ce qui a été un peu notre ligne directrice, tu as dû parler des différents piliers, mais c'est quand même que tous les pays européens n'ont pas d'égalité vis-à-vis des soins, même d'accès aux médicaments. Et ça, nous, le texte, on a essayé de booster pour qu'il y ait une égalité d'accès aux soins. Des fois, il y a une différence entre 20 et 30% si vous êtes né en Roumanie, en Bulgarie. Soit vous n'avez pas accès aux médicaments, ou soit les soins ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver en France ou en Allemagne, etc. Donc on a besoin, et on a besoin de l'argent européen pour booster ça. Parce qu'on l'a vu sur la pandémie, il y a une très grosse différence d'un pays à l'autre. Il y a des hôpitaux qui ne sont pas à la hauteur. Même chez nous d'ailleurs, quand vous voyez qu'on n'avait pas assez de lits de réanimation quand on comparait par rapport à l'Allemagne.
Donc il faut faire vraiment un état des lieux des infrastructures hospitalières pour que ça soit vraiment pour l'ensemble des gens. Après, sur les registres de cancer, alors moi j'ai beaucoup insisté là-dessus, parce que, vous voyez, j'ai été confrontée à des clusters. Soit des clusters qui touchaient les enfants, et d'ailleurs il y a toute une partie sur les cancers des enfants, et ça a été une bagarre pour savoir l'origine de ces cancers. Vous voyez, dans un village, quand vous avez beaucoup de leucémie chez les enfants, ben, vous cherchez la cause. Eh bien nous, on est très pauvres en registre de cancer. On est très pauvres en registre de malformation. Et ça, on a besoin d'enrichir, si vous voulez, ces outils qui permettent de se dire, tiens, là, il y a un cluster, par exemple, de leucémie, où est l'origine? Je me rappelle à Kodak, vous vous rappelez peut-être plus, mais c'était dans le nord de la France, eh bien, il y avait des leucémies chez les enfants, mais c'était parce qu'il y avait une pollution du sol et que ça déclenchait la leucémie. Donc il faut enrichir tous les outils épidémiologiques, l'origine et le maillage des registres de cancer. Il n'y a que 200 registres de cancer en Europe. Vous voyez qu'on est très pauvres. Parce que pour moi, les registres de cancer, ce n'est pas seulement le fait de se faire le suivi des malades, mais c'est aussi de connaître et d'essayer de connaître l'origine justement des cancers. Très souvent liés à la pollution de l'air, substances toxiques. Alors, toi, tu es assez spécialiste sur la médecine du travail, mais la médecine du travail, on voit bien que, et ça c'est de la compétence de l'Europe aussi, c'est d'éviter à ce que les gens soient exposés à des substances chimiques. Parce que c'est les premiers acteurs qui sont un peu le rôle de sentinelle dans l'industrie. Donc voilà, moi je trouve que ce plan, ça nous a donné beaucoup de boulot parce qu'il y avait eu beaucoup d'auditions dans le cadre de BECA, qui est cette commission spéciale sur le cancer, et qu'il ne faudrait pas que ça soit que du blabla. Je vais vous dire les points faibles, mais j'espère qu'on pourra l'enrichir parce que ce n'est pas fini, puisqu'il y a une plénière. Les points faibles, c'est la pénurie des médicaments. Je trouve que, et regardez, c'était hier matin, là j'étais encore en bagnole, j'écoutais la radio, et il y avait le président de la Ligue contre le cancer qui disait il y a 2000 médicaments en pénurie en France. Dans ces 2000 médicaments, il y a des médicaments qu'on ne trouve plus pour soigner des cancers du sein, du cancer colorectal, du cancer, je ne sais plus, il y en avait un troisième. Tout ça parce que les labos ne sont pas intéressés à fabriquer ces médicaments, vu qu'il n'y a plus de brevets. Et donc, eux, ce qui les intéresse, c'est les nouveaux médicaments, qui nous font payer 1 000 euros la dose, ou 100 000 euros la dose. Mais tous ces médicaments où il n'y a plus de brevets, ben, ça ne les intéresse plus, il n'y a pas assez de profit. Et là, on a apporté un plus, nous. Parce que, moi, j'ai regardé ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont fait, et c'est les hôpitaux qui ont financé, ils ont fait un partenariat public-privé pour fabriquer les matières, les principes actifs, et n'intéressent plus les labos. Et ça, on pourrait le faire à la dimension européenne, en réseau, hein, parce que là, on fait travailler les PME pour fabriquer ces médicaments. Et dernière chose, c'est le poids des lobbies pharmaceutiques quand même. Hein, parce que le prix des médicaments, ça aussi, c'est un obstacle sur lequel on achoppe, parce que c'est de la souveraineté nationale et que on n'a pas, les labos n'ont pas l'obligation de transparence du prix de leurs médicaments et de la quantité de subventions publiques qu'ils reçoivent pour faire de la recherche. Voilà. Ouais. En quelques... Super. Je vous remercie beaucoup je crois on a vraiment bien couvert beaucoup d'aspects du plan, ce que vous avez dit les unes et les autres. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de prendre un certain nombre de questions. Là, comme vous voyez, il y a des questions qui s'accumulent, donc peut-être même des choses assez ponctuelles. Mais avant d'entrer dans ces questions-là, juste toujours sur l'éclairage général, je voudrais vous soumettre aux unes et aux autres deux réactions et deux commentaires qui transparaissent à travers beaucoup de choses. La première, c'est est-ce qu'à travers ce plan Europe, l'Europe ne peut pas aussi, enfin, défend aussi un certain nombre de valeurs au plan mondial. C'est-à-dire, quand on voit la santé, notamment aussi comment se positionne, vous parliez des industries pharmaceutiques, etc., par rapport à un marché des médicaments qui est un marché mondial, il y a une façon d'organiser la santé aux États-Unis. Il y a des façons d'organiser la santé qui émergent, qui se structurent de plus en plus dans les grands pays, et je pense évidemment à la Chine, à l'Inde, etc. Est-ce qu'à travers un plan comme ça, l'Europe n'a pas aussi vocation à défendre un certain modèle
social, de santé, qui a des spécificités et qui diffère de ce qui est fait dans d'autres endroits du monde. Ça, c'est une première réflexion. L'autre réflexion, je voudrais vous soumettre une réflexion qui m'a été faite par un expert à propos de ce plan cancer général, de dire, mais finalement, ce plan-là, c'est une arme anti-lobby, quel que soit le lobby. C'est une arme que ce soit les lobbies pharmaceutiques, que ce soit les lobbies industriels, que ce soit les gens qui défendent telle ou telle chapelle, etc. C'est un plan qui permet, en tout cas à grande échelle, de mettre en place des mesures pour mener des actions concertées au-delà du pouvoir je dirais, de la force de frappe que des lobbies spécifiques peuvent avoir. Donc voilà, deux réflexions. Si vous voulez réagir sur ces points-là les unes et les autres, et puis moi je dirais, vous renvoyer alors un certain nombre de questions qui viennent de l'audience, à commencer aussi par les questions que les personnes en présence ici pourraient poser. Moi, je veux bien, je ne sais pas qui est l'expert ou l'experte qui t'a parlé d'un plan cancer anti-lobby, mais c'est une proposition que je m'approprie volontiers. Et je la vois se dessiner au fur et à mesure de ce qu'on appelle dans notre jargon les amendements, c'est-à-dire les réactions des eurodéputés, souvent sous influence, ce qui est normal quand on est député, il faut se laisser influencer par des personnes. Et je vois arriver la force extraordinaire des lobbies. Mais attention, tous les lobbies. Bien sûr, le lobby de l'industrie de la santé. Mais c'est probablement avec celui-là que c'est le plus facile de composer, parce qu'il est identifié et parce que ça fait longtemps qu'on se le coltine, si j'ose dire. Mais il y a d'autres lobbies. Il y a des lobbies, par exemple, de défense de la consommation d'alcool. Il est d'une puissance que vous n'imaginez pas. Et il est tellement puissant qu'il arrive à influencer un certain nombre de parlementaires qui, encore une fois, ont comme devoir de véhiculer des pensées. Donc c'est compliqué. Et puis, bon, ma chère Michèle, allez, on est entre nous, il y a quand même un lobby anti-vax qui a été très puissant, qui l'est, me semble-t-il, un peu moins, et qui, moi, je m'en félicite, est en décrue, on va dire, mais c'est quand même, là encore, une force d'influence qui est considérable. Et puis, vous avez des lobbies qui sont absolument armés de très bonnes intentions. Vous avez le lobby du cancer du sein contre celui du cancer de la prostate, contre celui du cancer du poumon, et puis les enfants contre les plus âgés, etc. Et c'est là qu'on va devoir tous ensemble, c'est-à-dire beaucoup tout ensemble, trouver l'équilibre, trouver l'indépendance et la neutralité, tout en étant capable de prendre en compte ces influences-là qui viennent de nos électeurs, quels qu'ils soient. Mais je crois vraiment que ce plan cancer, effectivement, c'est un plan dans lequel nous allons devoir lutter ou composer avec des lobbies dans tous les sens du terme. Je ne réponds pas aux deux questions, non pas que je n'ai pas de réponse à la première, mais je ne veux pas monopoliser le débat. L'autre pouvait rebondir un petit peu sur ces deux idées-là, et puis on va passer à des choses vraiment peut-être assez spécifiques, mais qui vont donner des éclairages sur différents aspects du plan. Ben oui, peut-être un petit mot concernant le rôle de l'Europe au regard d'un système qui serait un modèle au regard de la vision du monde. Bien, peut-être pour ça, il faudrait déjà qu'on réfléchisse à ce que l'Europe cesse de dire on veut préserver notre souveraineté européenne et être donc un modèle tout en étant ouvert. Ça, c'est juste pas possible. Dans ce cas-là, il faut mettre à plat la totalité des traités de libre-échange. Tout particulièrement, et là Michel sera tout à fait d'accord, au regard des produits chimiques que l'on fait partir lorsqu'ils ne peuvent plus être utilisés chez nous, que l'on fait partir dans des pays étrangers, je pense en particulier à l'Amérique du Sud, et au retour qui s'en fait dans les aliments qu'ils nous envoient, les cultures ou la viande. De la même façon, il convient que l'on cesse d'être totalement
naïf au regard de la cybersécurité qu'il y a chez nous. Il est difficile de dire on va être un modèle quand nous n'avons pas la capacité de garder la moindre information et du même coup sentir archi présent le poids des lobbies. Alors, il n'y a pas que les lobbies identifiables, type lobby pharmaceutique ou tous ceux que Véronique a parfaitement décrits. Il y a aussi la puissance étrangère. Cette puissance étrangère qui, on le sait bien, avec les USA d'un côté et la Chine, sont maintenant avec la main mise sur énormément de domaines qui sont des domaines clés. Je pense à la 5G, l'intelligence artificielle, certaines données. Je pense aussi au fait que la Chine et l'Inde possèdent 80% à ce jour des substances actives, des API, au motif qu'on les a laissés faire au titre de la mondialisation. Et que oui, les règles européennes n'ont pas empêché les grandes entreprises européennes de venir, de se structurer dans la mondialisation. Tout ça pour diminuer les coûts et avoir une rentabilité augmentée. Donc là, il y a vraiment une réflexion générale. Oui, pourquoi pas être, d'autant plus que nous avons, l'Europe a cette particularité quand même, c'est que les systèmes de soins, les systèmes nationaux, sont à peu près harmonisés depuis déjà bientôt 200 ans. Parce que les systèmes des patrons chrétiens sociaux français, mais qui a été un mouvement à la limite de toute l'Europe de l'Ouest, si j'entends, mais qui ensuite s'est transporté dans les blocs de l'Est, puis la structuration bismarckienne, sortie de l'Union, comment dirais-je, de l'Angleterre, a fait que nous avons des systèmes de soins et du même coup une possibilité d'utiliser nos budgets sociaux qui sont à peu près harmonisés. D'ailleurs, je signale qu'un des premiers textes européens qui a été signé, c'est la coordination des systèmes de protection sociale qui date de 1957. Donc on a tous ces moyens. Et maintenant, la Chine, entre autres, certains pays se dotent de systèmes de protection sociale qui sont à peu près à équivalence. Donc est-ce qu'on doit être un modèle? Oui, mais à la condition que nous soyons cohérents. Quant au poids des lobbies, eh bien, on sait qu'ils siègent à la Commission européenne, ils sont omniprésents, c'est pratiquement leur lieu de vie, c'est Bruxelles. Alors oui, pour arriver à trouver un équilibre avec les lobbies, peut-être qu'ils aillent en périphérie de Bruxelles et ne pas siéger directement à la Commission. Ça nous permettrait à ce moment-là d'être dans une forme d'équilibre. Madame Rivasi. Oui, alors, moi, première question, c'est vrai que je défends le modèle européen, par rapport à la sécurité sociale. Parce que c'est quand même, quand on regarde aux États-Unis, ils en sont loin. Et on voit la pauvreté qui fait que les gens n'ont même pas accès aux soins s'ils ne sont pas, par exemple, embauchés par une entreprise qui leur paye les mutuelles, etc. On a un système quand même qui est super protecteur, il faut le dire, parce que souvent on critique, mais moi je trouve que l'Europe, là-dessus, avec des différences quand même dans les pays, ce que je vous disais par rapport à certains pays, qui n'ont pas les infrastructures hospitalières. Et là, dans le plan, pour revenir au plan, il y a, que ce soit par les fonds FEDER, que ce soit par EU Investissement, que ce soit par Next Generation EU, il y a des possibilités, vous voyez, de renforcer les infrastructures en Europe. Et ça, je trouve que c'est quand même un modèle qu'on veut défendre et qui fait la force un peu de la protection sociale des gens. La deuxième question, alors, le plan cancer, ce n'est pas un plan anti-lobby. Je suis désolée, j'aurais aimé, parce qu'il y a des conditions. Alors, je vais vous prendre 2-3 exemples, comme ça vous comprendrez vite. Vous savez que j'adore les lobbies pharmaceutiques. J'ai fait même un bouquin qui s'appelle « Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment faire pour en sortir ». La première chose qu'on n'a pas, et on va prendre l'exemple des vaccins, c'est les contrats qui ont lié la Commission avec les labos pharmaceutiques. On a demandé, mais tous les parlementaires, on veut avoir accès aux contrats, c'est de l'argent public. On a donné 2,8 milliards d'euros entre l'Europe et les États membres. Pas accès aux contrats. Alors que ça intéressait les gens. C'est combien on a donné d'argent à chaque labo, puisqu'on a fait un contrat avec 6 labos. C'est quoi le prix du vaccin? Confidentiel défense. Quelle est la traçabilité de l'argent qui a été donné? Est-ce qu'il a été mis dans la distribution, dans la production, dans la recherche et développement? Secret défense. Et quelle est la responsabilité en cas d'effet secondaire? On ne vous répond pas à la question. On vous dit, mais c'est comme d'habitude, alors que quand, grâce à des journalistes italiens, on a eu accès au contrat, parce qu'au début, il fallait aller dans une salle de lecture, vous voyez, sans téléphone, enfin, on avait juste droit à un papier et à un crayon. On avait 3 quarts d'heure pour regarder des contrats, d'un point de vue juridique assez costaud. Eh bien, ils étaient
tout ce qui nous intéressait sur le coup, eh ben, c'était biffé, c'était noirci. Donc comment, vous voyez, quand on dit, alors là, on a fait passer des amendements sur la transparence des contrats. On ne peut pas se permettre, si vous voulez, de donner de l'argent public s'il n'y a pas la traçabilité. Et regardez sur les vaccins, si on a un effet secondaire, eh bien, c'est l'État qui a commandé les vaccins qui sera responsable. Et même si vous mourrez parce que vous êtes vacciné et que vous attaquez, mettons Pfizer ou ce que vous voulez, eh bien, l'État et la Commission vont payer les frais d'avocat des labos. Donc, on a vu ça où? On l'a su parce qu'on a eu la transparence. Et puis maintenant, il y a une troisième dose. Eh bien, Pfizer et Moderna, ils augmentent de 2 € leur dose de vaccin. Non mais, pourquoi? Pourquoi ils augmentent? Enfin, vous voyez, Voilà. ça permet de poser des questions. Et pourquoi c'est important? Parce que moi, je veux garantir la sécurité sociale. On n'a pas des milliards et des milliards à distribuer. Et il faut donner des conditionnalités au niveau des labos. Il faut que l'Europe, parce que quand même, on est 400 millions, 500 millions de citoyens européens, ça fait un marché. Et avec ce marché, on peut donner des conditions. Donc ça y est pas. Après, j'ai un autre souci avec les labos. Je veux avoir la traçabilité des médicaments. Ce que tu disais entre l'Inde et la Chine, qui produisent énormément tout ce qui est substances actives, eh bien, un médicament, moi je l'ai vu sur le cas du lévothyrox. Vous savez, ça avait fait un scandale, le lévothyrox, par rapport à la thyroïde. On voulait savoir d'où venait le principe actif, d'où venaient les excipients, c'est secret défense. Ce qu'on appelle secret d'affaires, avec la directive secret d'affaires. On n'a pas la traçabilité. On l'a sur l'alimentation. Vous voyez, quand il y a eu le scandale de la viande de cheval, on a pu retrouver où avaient été tués les chevaux. Et notamment, c'était dans les abattoirs de Roumanie. Eh bien, sur les vaccins, sur les médicaments de façon générale, on ne l'a pas. Parce qu'ils nous disent, si on vous le donne, vous voyez, les labos, mais même les génériqueurs, ils font pareil. Si on vous le donne, il y aura trop de pression sur les labos qui fabriquent les substances actives. Ce qui fait que j'ai demandé à l'Agence européenne des médicaments, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez la traçabilité de tous les excipients? Ils m'ont dit non. Alors, après, on parle de souveraineté européenne, tu as raison. Comment peut-on renforcer la souveraineté européenne si on ne sait pas l'origine de toutes les substances actives? Troisième chose, quand on parle de lobby, il n'y a pas que les lobbies pharmaceutiques, comme tu as dit. Il y a aussi tout le lobby numérique. Parce que dans le plan cancer de la Commission, il y a e-santé. Vous voyez, la traçabilité, il y aura une puce. Vous voyez, pour les gamins qui auront un cancer, pour les gens qui ont un cancer, pour pouvoir les suivre, tout ça. Mais là, moi, je demande quand même des garanties de protection des données personnelles. Parce que là aussi, il y a de forts lobbies. Vous voyez, parce que regardez ce qui s'est passé même à l'APH, où il y a plus de 1,2 million de données qui ont été hackées. Vous voyez, les données de santé, c'est les plus chères. C'est ce qui intéresse le plus les industriels. Et il faut absolument avoir des garanties, vous voyez, par rapport... Alors moi, je ne suis pas contre la digitalisation, mais une digitalisation, vous voyez, qui nous protège, et non pas qui donne... On voit bien dans ce que vous dites les unes et les autres, à la fois l'importance de trouver des réponses à ces questions-là, et je pense que toutes les questions que vous levez, vous identifiez ça de façon tout à fait pertinente. La question alors d'un plan cancer Europe, je pense qu'on va avancer dans le débat aussi, je pense que la question aussi reste, enfin vous avez bien entendu, je pense, les positions des unes et des autres sur ce sujet-là, c'est de dire, pour répondre notamment par exemple à tous les enjeux que vous avez soulevés, lequel parmi ces enjeux-là est mieux pris en charge par des États qui agissent de façon indépendante et lesquels sont mieux pris en charge par des États qui agissent par des actions coordonnées dans un cadre européen. Je pense que de fait, ces articulations-là sont peut-être plus subtiles à trouver qu'il n'y paraît, mais c'est ça la vraie question. Je pense que par exemple, moi, les enjeux que vous parlez, je les connais très bien, y compris par exemple les enjeux du numérique. C'est clair qu'il nous faut une organisation et des protections à un niveau, je dirais, ces données numériques voyagent en dehors des frontières, enfin au-delà des frontières de façon extrêmement nette. Donc il nous faut des organisations qui soient capables de réguler. Et je pense que l'Europe d'ailleurs a fortement mis le pied dedans avec le RGDP, qui est un truc assez unique au niveau mondial.
donc qui est très contraignant en fait pour les fournisseurs et les accesseurs de données. Il y a encore plein de chemin à faire, mais on voit bien que, je dirais, sur ces niveaux d'organisation-là, la coopération et la concertation sur des grandes échelles est absolument indispensable. Alors la méthode, comment on met les différents, ça peut se discuter, mais le fait que ce besoin-là est absolument fondamental. Je vais vous renvoyer des questions et des interrogations sur des aspects plus spécifiques du plan. On a eu pas mal de questions sur les aspects de prévention. C'est clair qu'une des richesses du plan, c'est qu'il met quand même un gros accent sur une vision très très inclusive de la prévention et sur le fait que ce n'est pas juste la prévention du cancer, d'abord c'est la prévention de plein d'autres maladies qui sont aussi liées au même facteur de risque que le cancer, et que cette prévention-là demande presque, je dirais, aussi une transformation de la société, qualité de l'air, qualité de l'eau, mode de vie, déplacement, mobilité, alimentation, tout y entre. Et puis évidemment, il y a des choses qui sont beaucoup plus dans le champ de ce qu'on connaît déjà sur les risques de cancer, la cigarette, etc. Et alors, je voudrais bien que peut-être vous élaboriez un petit peu sur cette perspective-là. Je dirais une prévention, il est d'ailleurs mis dans le rapport, prévention dans toutes les politiques européennes. C'est quelque chose comme ça, c'est de dire la prévention, ce n'est pas un sujet en soi, c'est un truc qui doit être dans toutes les politiques européennes. Donc peut-être que vous pourriez donner votre perspective. Et puis de façon plus tout à fait spécifique, là par exemple, on a une question, est-ce que le plan cancer doit soutenir la cigarette électronique? Bon, alors, je vais peut-être donner des avis d'experts, mais voilà. Hein? Et alors j'ai une autre question que je ne suis pas sûr que je comprends pas complètement, mais enfin qui est bien dans l'air du temps. La protéine spike, pour protéger les enfants, point d'interrogation, c'est de la prévention. Je ne sais pas s'il s'agit de protéger les enfants contre la protéine spike ou par la protéine spike. Je suppose que la question que l'on a voulu nous poser là, c'est la question de la vaccination des enfants contre le Covid, je pense. Mais on est un peu, je dirais, hors sujet par rapport à notre question. Puis il y aura d'autres questions après sur la recherche, sur le partage de données, etc. Mais si vous voulez déjà commenter sur la question de la prévention et sur la place que peut prendre la prévention dans une stratégie globale de lutte contre le cancer. Moi, je veux bien commencer. Juste, je ne veux pas revenir sur le débat précédent. Je suis d'accord sur qu'à peu près tout ce qu'a dit Michel, sauf que ce dont je parlais moi, c'est du trafic d'influence. Ce n'est pas de la transparence, c'est de l'indépendance. Donc, on en rediscutera. Voilà, et ça, c'est à mon sens, le lobby sous-jacent au plan. S'agissant de la prévention, oui, bien sûr, c'est une priorité du plan. Là, je crois qu'on n'aura pas de difficulté à se mettre d'accord. Et la prévention, c'est effectivement très au-delà du cancer et très au-delà de la médecine. C'est vraiment injecter de la prévention dans toute la politique, c'est-à-dire dans l'éducation, c'est-à-dire dans le transport, c'est-à-dire dans le logement, c'est-à-dire dans l'agriculture, dans tout ce qui fait notre mode de vie. Et je sais, pour en avoir déjà parlé avec toi, Pierre, que tu es très convaincu, ce chapitre prévention, c'est vraiment un chapitre santé dans toutes les politiques, santé globale, qui nous tient à cœur et qui devrait, et c'est souvent le cas avec la maladie cancer, arriver, si on réussit, à améliorer la qualité de vie et de survie, et surtout à prévenir, au-delà du cancer, un certain nombre de maladies chroniques, les maladies de la malbouffe, les maladies de la cigarette, les maladies de l'excès d'alcool, etc. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Juste pour le voler à Michel, s'agissant de la prévention du cancer, on a un dispositif magnifique, c'est le Green Deal, le pacte vert européen, dont je dis qu'il est un plan de santé publique. Alors quand je dis ça aux écologistes de mon camp, ils ont un tout petit peu de mal. Mais enfin, qu'est-ce que c'est d'autre que lutter contre les gaz à effet de serre, contre la pollution atmosphérique et même contre le réchauffement climatique, que d'améliorer la santé, bien sûr, de la planète, accessoirement des animaux, mais aussi beaucoup quand même, soyons peut-être un tout petit peu égoïstes sur ce coup-là, la santé humaine. Donc on a déjà au sein de l'Union européenne ce pacte vert qui est vraiment à lui tout seul
un porteur de prévention considérable. Et puis juste un mot pour dire que dans la prévention, on pense toujours au tabac, on pense toujours à l'alcool, on pense à la sédentarité, on pense à la malbouffe, on pense au Green Deal. N'oublions pas l'exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. C'est un sujet également qui nous regroupe toutes les trois. On a actuellement une augmentation du nombre des mésothéliums, alors même qu'on a banni l'amiante en Europe depuis 2005, il en persiste dans un certain nombre de bâtiments. On va avoir l'occasion de travailler là-dessus. On va aussi avoir l'occasion de travailler sur l'exposition des professionnels de santé aux médicaments anticancéreux qui, et c'est paradoxal, sont eux-mêmes dangereux et peuvent eux-mêmes aussi entraîner des cancers. Donc, n'oublions pas cet aspect santé au travail. Je crois qu'on est toutes les trois assez en phase là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'en profite pour donner cette note consensuelle. Oui, bien, je vais réagir évidemment. Ce que vous dites, Véronique, me semble frapper au coin du bon sens. Mais encore une fois, a-t-on besoin d'un plan européen ? J'ai regardé encore de très près les plans, et en plus je les avais travaillés en leur temps, les plans cancer français, et j'ai regardé attentivement la stratégie décennale. On ne dit rien d'autre que tout cela, et tout cela est déjà fait largement. Alors après, c'est un positionnement. Moi, je suis députée française au Parlement européen. L'idée que j'ai, c'est que je porte la voix de la France, tout en étant tout à fait consciente que tout cela se fait dans un cadre de 27 pays. Je ne suis pas là, moi, pour défendre l'Europe auprès des Français. C'est une position qui est claire, qui explique bien évidemment tous mes positionnements et tous les positionnements de mon groupe et les positionnements que nous avons développés depuis de nombreuses années. Concernant ces problèmes du cancer, oui, bien sûr, il faut faire cette prévention. Oui, bien sûr, il faut aller de plus en plus loin. Parce que, et je crois, M. Hainaut, c'est vraiment une phrase qui est très intéressante, je crois que nous sommes en train d'essayer maintenant de réparer, on va dire, on va mettre ça au milieu du 19e siècle, donc on va être 200 ans d'une révolution industrielle qui s'est complétée par la suite par des progrès et surtout des comportements qui ont été dans la rentabilité, sous-tendus par des possibilités de déplacement de masse financière dans des délais extrêmement brefs et des possibilités de profit quasi cinématéria, en faisant totalement abstraction de l'être humain. Nous reprenons en main les choses. Alors oui, on ne sera jamais trop pour reprendre tout ça en main. Oui à une grande coopération avec tous les États membres. Oui à une coopération qui serait éventuellement dans un cadre européen, toujours pareil. Alors j'entends bien que les frontières de l'article 168 soient floues, nous sommes bien d'accord, mais là, on pourrait peut-être en profiter pour les cerner, plutôt que de faire disparaître cet article. Moi, j'ai quand même entendu très clairement, je l'ai même renoté dans une petite vidéo, le président de notre commission BK dire « c'est le moment de revoir les traités ». Ça a été dit très clairement, c'est acté, c'est filmé. Non, je ne le souhaite pas. Après, que nous n'allions pas trop loin. Je pense en particulier alcool, tabac, bouffe, pour parler français comme les Français l'entendent, puisqu'on parle de malbouffe, ça peut être au sens simple. Attention, ce sont des domaines qui devraient rester, bien évidemment en prévention quand il y a des excès, trop d'excès, et parfois des excès qui sont involontaires. Je pense à la malbouffe. On ne choisit plus maintenant véritablement la fabrication de ces produits. Il y a malgré nous, il y a une induction dans le tabac, dans l'alcool ou dans la nourriture. Et il y a des produits nocifs. Mais attention, ça reste quand même de la sphère orale. On devrait pouvoir quand même maintenir, et je comprends certains positionnements à minima, de rester quand même dans la récompense. Il ne faut pas non plus passer dans quelque chose qui serait terriblement punitif. Après, dernier point qui me semble important, oui, et c'est M. Jadot qui l'a dit très très clairement, même M. Canfin, notre président de commission environnement, c'est une opportunité extraordinaire. Certes, à 750 milliards, là on peut faire ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'il a fait apparaître. Oui, mais est-ce que c'est par un système aussi global et maintenant, pour peu qu'on veuille récupérer, et je sais qu'il y a déjà des possibilités en France d'avoir des subventions, pour peu qu'on soit verdi, écologisé, je ne sais quoi, avec des sommes qui sont à dépenser maintenant, à dépenser, qu'il y ait le projet en face
ou pas. Je crois qu'il faut que nous soyons très prudents et que oui, pour que nous ayons cette coopération, encore une fois, aucun problème. N'allons pas trop loin, que ce soit dans le plan cancer et évidemment dans le rapport qui nous réunira à la fin du compte, puisque je pense que ça a été l'occasion pour tout le monde d'avancer ses pions. Certains me semblent un petit peu, comment dirais-je, un peu avancés, un peu trop avancés. J'ose espérer que nous trouverons et que les États trouveront avec le trilogue une sorte d'équilibre. On va pouvoir reposer peut-être les questions par rapport, parce que on va revenir sur certains points, peut-être vraiment comment organiser les choses. Mais peut-être Madame Rivasi veut aussi avoir une réflexion d'ensemble sur ces points. Ah ben, écoutez, vous parlez de prévention. Pour moi, c'est l'élément clé. Et c'est vraiment la compétence de l'Europe. On ne peut pas faire de prévention sur le plan français ou allemand ou espagnol. La prévention, il faut qu'elle se fasse sur l'ensemble de l'Europe, puisque le marché est ouvert. Et en plus, il protège le marché européen vis-à-vis du marché extérieur. Parce qu'on a des normes. Vous savez, les gens, ils râlent souvent parce qu'ils disent « Ah, mais l'Europe, c'est les normes. » Mais c'est super, les normes. Parce que si on n'avait pas des normes, eh bien, tout... Vous voyez, je me souviens sur les jouets, par exemple, les jouets qui venaient de Chine, il y avait plein de métaux lourds. Eh bien, on a pu bloquer ces jouets chinois pour encourager les jouets, mettons, qui étaient faits en Europe. Et ça, sur énormément de domaines. Le tout, c'est que ça touche énormément de secteurs. Regardez. Là où j'étais très déçue, c'est la PAC, politique agricole commune. Parce qu'autant le plan vert, c'est très bien sur les gaz à effet de serre, parce que ça a un impact sur la santé. Moins il y a de gaz à effet de serre, meilleur c'est sur la santé par rapport à notre respiration. Mais sur la PAC, politique agricole commune, qui est un des budgets les plus importants de l'Europe, eh bien, on n'a pas modifié, on n'a pas encouragé une agriculture respectueuse de l'environnement et une agriculture respectueuse de la santé. Quand on parle par contre de la stratégie de la ferme à la fourchette, il y avait normalement une réduction de 25% des pesticides. Mais il n'y a pas de plan. Regardez, nous en France, chaque fois on dit qu'il faut réduire les pesticides, oh, ça ne fait qu'augmenter. Puisque ce sont les gens qui les fabriquent, qui les livrent, et où il y a des conflits d'intérêts, parce qu'il n'y a personne qui contrôle. Donc, et ça c'est grave, parce que les pesticides, c'est responsable des cancers. C'est responsable de plein de maladies, Parkinson, c'est responsable d'autres maladies qui touchent le système nerveux. Et ça, c'est des études de l'INSERM qui les ont publiées. Il y a aussi les ondes électromagnétiques qui sont cancérogènes. Il y a eu le rapport du CIRC. Là, on a pu faire un rapport à STOA, qui est un peu l'équivalent de l'OPEX en France, l'Office des choix scientifiques et technologiques, mais qui a montré que ça a un effet cancérogène aussi. Mais là, alors, on se heurte à un autre lobby. Hein. Vous voyez, donc la prévention, pour moi, c'est l'élément déterminant. Alors, il ne faut pas aller, tu vois, ce n'est pas les extrêmes, mais il faut que ça soit contrôlé. Il faut qu'on regarde la qualité des produits que l'on mange. Les produits, je vous ai dit, les biens de consommation, il faut arrêter que dans les moquettes, il y ait des retardateurs de flamme qui sont des perturbateurs endocriniens. Les substances chimiques, pendant très longtemps, on a balancé des substances chimiques et maintenant on demande à chaque État, dans le cadre de l'agence l'ECA, hein, qui est l'agence qui regarde les substances, eh ben, de regarder toute une série de substances. Mais les industriels nous ont dépassés là-dessus. Vous voyez, et la prévention, c'est déterminant pour pas qu'il y ait de cancer. Et puis après, il y a le cancer quand même. Quand il y est, il faut absolument qu'on se coordonne pour voir les meilleurs protocoles, pour voir les meilleures pratiques. Et il faut, vous voyez, ce qui me gêne un peu, c'est que il faudrait que l'Europe, elle soit beaucoup plus, elle pousse à plus d'innovation. Je trouve que le cancer, ça manque un peu d'innovation sur d'autres. Il y a des questions sur l'innovation et il y a des questions sur l'intégration de la recherche. Il y a aussi des questions qui sont aussi des commentaires, par exemple, sur la question des cancers pédiatriques. Je vois un commentaire spécifique sur vraiment l'importance des cancers pédiatriques et aussi sur le fait que ces cancers ne sont pas nécessairement c'est pas les cancers de l'adulte en petit. C'est des cancers différents, avec des spécificités, etc. Et que beaucoup, jusqu'il y a quelques années, en fait, beaucoup de nos stratégies de traitement consistaient à essayer de transposer au cancer de l'enfant. On se rend compte qu'il y a tout un travail à faire. Et comme ce sont, comme Véronique l'avait signalé, des cancers rares, ça demande des consortiums, je dirais, qui regroupent les... C'est ça l'intérêt de l'Europe, là, c'est qu'on se regroupe.
Donc ça nous amène à la question j'ai des questions de chercheurs ou des questions sur la recherche. Donc la création de réseau européen de cancérologie intégrée, ou aussi de l'Institut du cancer, comme il en est parlé là. C'est qui va piloter ça? Est-ce que c'est des États membres qui vont y travailler, ou est-ce que ça va être piloté, je dirais, comment vont être choisis les gens qui vont piloter ça? Est-ce que ça va être transparent? Qui peut participer, qui peut pas participer, etc. Voilà, j'ai une question sur cette thématique-là. Et puis, j'ai une autre, donc Union européenne et recherche. Quel est l'impact de l'Union européenne dans les appels à projets? Est-ce que c'est l'Europe qui va décider ce qu'on va écrire dans les appels à projets, ou est-ce que ce sont les chercheurs et les États membres qui vont faire remonter leurs questions de recherche? Et dans les fédérations d'un réseau de chercheurs dans l'Union européenne. Donc on voit apparaître cette question, comment mieux organiser la recherche, le partage de données, etc. Et comment faire en sorte surtout que le pilotage soit ouvert et transparent en quelque sorte. Voulez-vous aussi réagir sur la façon dont ces questions sont abordées dans le plan? Moi, je trouve qu'il pose une vraie question, c'est la gouvernance. Parce que la gouvernance, et là-dessus, on est quand même très sensibles tous. Hein. Si c'est que la commission, ou le JRC, hein, qui est, si vous voulez, une structure sur la recherche, on n'a pas forcément des garanties de transparence. Et nous, on voudrait qu'il y ait une gouvernance diverse, large et transparente. Parce que, regardez, on avait l'IMI. Moi, j'avais bossé là-dessus sur ce rapport IMI, qui était Initiative médicale recherche sur l'innovation. Qui était la commission et les laboratoires pharmaceutiques. Et moi, j'avais dit, mais il faut les chercheurs. Il faut même des PME. Pourquoi les gros labos décideraient des stratégies? Eh bien, heureusement qu'il y a eu la Cour des comptes européenne qui a critiqué le fonctionnement de l'IMI, parce qu'on donnait des milliards quand même, hein, en disant, mais c'est que l'intérêt des labos qui était choisi. Et comme la commission, parce qu'on a quand même des soucis avec la commission, elle voit ces lobbies. Eh bien, elle n'a pas l'habitude d'aller voir les chercheurs dans les hôpitaux, d'aller voir. Vous voyez, c'est un monde, la commission. Alors, il y a des gens très bien à la commission, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais quand même, on sent qu'ils sont vachement influencés. Ils ont une culture, vous voyez, des gros industriels. Et là, nous, que ça soit tout ce qu'on veut sur la coopération, sur les essais cliniques, la coopération sur la recherche, etc., il faut déjà un représentant par pays. Et puis, il faut que chaque pays organise à son niveau des rencontres avec les chercheurs pour faire remonter leurs demandes à ce niveau-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une représentation des 27 États pour qu'il y ait vraiment une émulation par rapport à des problématiques sur les cancers. C'est pour ça qu'aussi on a demandé un instrument qui fasse l'état des lieux des cancers au niveau des différents pays. Parce qu'il y a des pays, il y a des fois plus de cancers que dans d'autres. Moi, si je vous prends en Guadeloupe, Martinique, cancer de la prostate, le plus haut taux au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le chlordécone. Et qu'on avait donné encore une autorisation, alors que dans tous les pays du monde, c'était interdit. Donc là, il y a si vous voulez, des fois, il y a des indices qui sont très importants pour pouvoir évaluer l'origine et puis ensuite faire des recherches pour soigner le cancer de la prostate. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a 2 jours qu'il y avait 3 médicaments mis en place par des Français, d'ailleurs, pour soigner les cancers de la prostate. Mais ça, après, il faut le partager avec l'ensemble des gens parce que ça intéresse énormément de monde. Si vous voulez, la gouvernance, pour moi, c'est un élément clé. Et je suis pour vraiment une diversité des partenaires, en faisant attention quand même que les partenaires ne soient pas toujours diligentés par certains labos ou lobbies. Parce que vous avez des associations de patients. Très bien, moi je suis pour les associations de patients. Mais si elles sont financées par les laboratoires pharmaceutiques, quelle est la part d'objectivité? Vous voyez, donc il faut toujours être très, très vigilant. Oui, alors effectivement, c'est un des points clés, évidemment, puisque c'est in fine ce qui va sortir. C'est peu abordé pour l'instant dans le plan cancer européen. Hein, c'est très très peu, c'est même pas évoqué. Et évidemment, c'est le souci
de l'après. Là, c'est le premier pas, la sensibilisation, les grandes pistes, tout ça. À la limite, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de difficulté à les admettre telles quelles, elles tombent sous le sens. La gouvernance va poser problème. Et cette gouvernance, elle va être malheureusement orientée. Et tout à l'heure, Michel, tu as dit qu'il nous fallait l'Union européenne pour certains médicaments, que ci, que là, et heureusement qu'on l'a eu pour les vaccins. Moi, j'ai quand même un vrai problème. À bien regarder, les plateformes Prépare se sont activées quand il y a eu la connaissance de la part des Chinois via l'OMS de cette pandémie. Il y a eu une activation des cellules Prépare, qui sont donc un consortium, entre guillemets, une association d'universités européennes, dans la nuit du 31 décembre 2019. Je l'ai vérifié en particulier auprès de l'université Aix-Marseille. Des fonds européens ont été promis et libérés extrêmement vite durant le mois de janvier et le mois de février 2020. Et en particulier des fonds pour permettre à certains laboratoires donc de recherche publique, mais ensuite en coopération avec un partenariat privé, d'aller vérifier si certaines molécules qui avaient été abandonnées pouvaient être utilisées en alternative ou en complément des vaccins. À ce jour, aucun travaux n'est sorti. C'est-à-dire que tout s'est passé comme si l'Europe, qui pourtant a elle-même, dans ses textes, un texte très spécial qui concerne la prescription compassionnelle, c'est-à-dire la permission, entre guillemets, et la possibilité pour tout soignant de prescrire un produit en l'absence de données modernes, éclairées de la science, parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a rien donné. Et on a même, ça c'est propre à la France, poursuivi les médecins qui ont osé faire du compassionnel. Alors que tous les médecins auraient dû le faire à partir de produits qui ont 50 ans, 60 ans d'exploitation, qui étaient parfaitement connus et donnés à des millions et des millions de doses. Il y a un authentique problème. Alors je ne vois pas aujourd'hui comment on va faire une gouvernance avec une Union européenne qui a, non seulement à partir, mais ça a été public, la négociation des contrats. J'ai moi aussi passé mes 3/4 d'heure dans la pièce, sans le portable, sans ci, sans là, mais, et qui n'a pas permis du tout l'alternative à la vaccination. Je suis une convaincue de cette vaccination-là par défaut. On n'a rien eu d'autre, il fallait donc y aller. Parce que je suis pas aussi aidante, comme madame tout à l'heure le disait, je suis aidante de personnes de 90 ans, je n'ai pas hésité une seconde. Nous verrons dans 10 ans, 20 ans, ce qu'auront donné ces vaccins. C'était un risque à prendre, c'est le risque de Pascal, c'est comme ça. Mais l'Europe, je ne peux pas compter sur cette Union européenne qui a fait une gestion de ce Covid hors toute possibilité de réflexion simple et de possibilité d'ouverture. Voilà. Donc pour le reste, oui, pour les coordinations, on revient toujours à la même chose, mais pas une structure. Alors, moi, je vois surtout ce que j'ai vu, mais ça, c'est plutôt dans notre rapport, votre rapport, madame, où il y a la définition des prérogatives de l'Institut européen du cancer. Oui, pour une forme de mise en relation, non à une attitude qui soit une attitude de gouvernance. Ça, il faut être très prudent. Il va donc falloir que tous les chercheurs, tous les experts trouvent une solution d'agrément entre eux pour que ça fonctionne et ne pas se voir imposer par une structure qui a été incapable, qui a mis pratiquement 22 jours pour répercuter des nouvelles auprès des citoyens européens, c'est-à-dire la période qui a permis la contamination de la première vague, de pouvoir être en gouvernance pour une maladie aussi grave et surtout pleine d'espoir dans la thérapeutique que sont les cancers. Je ne peux pas m'empêcher de dire que ce qui me frappe toujours en écoutant Madame Mélin, et j'apprécie quand même une certaine forme de modération qu'elle met dans son discours, c'est que à la fois, elle attend tout d'une Europe dont elle n'attend rien et dont elle sait qu'elle n'attendra jamais rien. Mais si, puisque vous dites l'Union européenne a été incapable, non seulement vous avez tort, mais en plus vous montrez à quel point finalement vous en attendez quelque chose. Ce qui ne m'étonne pas de la part d'une eurodéputée dont je vois bien qu'en fait il y a quand même une forme de frustration permanente parce qu'en fait vous êtes en attente. Si je réponds à la question, d'abord dans le mot gouvernance n'est pas un gros mot. Gouverner, c'est prendre des décisions pour faire en sorte que ça aille bien. Donc la gouvernance ne veut pas forcément dire la coercition. La gouvernance, ça veut dire qu'on organise quelque chose, au moins de mon point de vue.
Au-delà du plan cancer, si je peux me permettre, parce que c'est un sujet qui se pose en santé et ailleurs, au-delà du plan cancer, une gouvernance européenne, elle doit être indépendante de la Commission européenne et indépendante des influenceurs, pour ne pas dire des lobbies. Elle doit être transparente et on s'est battus toutes les trois pour que les citoyens européens, dont je vous rappelle que 74% demandent plus de compétences en santé pour l'Union européenne quand même, hein. Les citoyens européens ont un droit de regard sur ce qui se fait au sein de l'Union européenne. Je suis d'accord. Et elle doit être inclusive, c'est-à-dire que les États membres et l'ensemble des institutions européennes doivent faire en sorte que la société civile, donc ici les chercheurs, soient impliqués dans des processus de réflexion et dans des processus décisionnels. Et effectivement, je pense que très rapidement, on va avoir toutes les trois, j'espère, l'occasion de dire que le Parlement européen, donc la voix des citoyens, ne peut pas être exclu de quelque processus décisionnaire que ce soit. Juste un mot pour dire qu'il y a une question que tu n'as pas vraiment posé la question, tu as parlé des valeurs européennes. Et les valeurs européennes, cette discussion en atteste. Il y a des valeurs qui sont des normes. Je suis d'accord avec Michel. Les normes, ça n'est pas que de la coercition, c'est aussi mettre du bon ordre dans ce qu'on a dans notre assiette, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on boit. Il y a le social, qui est une vraie valeur européenne à laquelle on est très attaché, même si les systèmes de protection sociale sont loin d'être tous aussi performant que celui de la France, mais il y a quand même cet aspect-là. Et puis tu l'as dit, Pierre, et on a eu tous les deux très souvent des discussions sur ce sujet-là, le RGPD, ça nous enquiquine quand on fait de la recherche, et en particulier en cancérologie, parce que c'est un frein, mais c'est quand même, on est quand même fiers d'être dans un pays qui protège aussi bien les données de santé de ses citoyens, et finalement, toi et moi, on considère que le RGPD, c'est une bonne chose, même si c'est vrai que dans certains domaines, ça nous rend un tout petit peu moins performants que la Chine ou les États-Unis qui s'assoient dessus, soyons clairs. Voilà. Merci pour tous ces commentaires. Moi, je voudrais juste peut-être, ce n'est pas mon rôle de faire des commentaires personnels par rapport à ça, mais je vois là ces questions qui sont venues du monde de la recherche, évidemment, on les comprend très très bien. Et l'importance et le souci qu'ont la volonté, en tout cas dans le monde de la recherche, d'être partie prenante dans la construction de l'agenda de ce plan européen. Et il existe déjà en cours actuellement des initiatives, on est sur plusieurs initiatives. Il y a des initiatives qui sont dans Horizon 2020 également. Il y a un programme notamment qui s'appelle UNCAN et qui vise à prévoir, qui est un programme de préparation qui vise à prévoir comment fonctionnerait finalement cette coordination de la recherche en Europe. Alors, on est dans la phase de préparation de ce programme-là actuellement et nous sommes, je pense, les Français, je dirais les grands directeurs de centres de recherche en France, en Allemagne, en Italie. Maintenant, on parle avec les Estoniens, on parle avec les Autrichiens. Tout le monde est en train de se parler pour essayer de voir comment on va proposer la phase préparatoire à justement la cartographie d'abord et puis la gouvernance de structures de ce genre-là. Je pense que de fait, c'est très important et une des difficultés que nous avons, c'est d'arriver à bien associer nos chercheurs, en particulier les jeunes chercheurs. C'est vrai que quand on est chercheur, on est souvent spécialiste d'une thématique, on la connaît très bien, on voit ce qu'il y a autour. Mais à partir du moment où on arrive dans des grandes thématiques un peu générales comme ça, comment est-ce que moi je peux porter un projet de recherche qui s'insère dans cette thématique et être force de proposition? Je pense qu'il y a une vraie attente des chercheurs et qu'il va falloir, en tout cas une demande au plan cancer, d'écouter ces attentes-là et de permettre la force Demande de au plan cancer et à Horizon 2020. Horizon 2020, c'est un tout petit peu techno là pour le coup, mais c'est plus du domaine de la Commission européenne et les deux sont un peu déconnectés et effectivement, il faudrait raccrocher les liens. Est-ce que des personnes dans la salle souhaitent réagir ou poser des questions? Je vous en prie. Micro. Merci. Bonjour, Marjolaine Arbonnet-Vidal, donc responsable du Centre Europe Direct Lyon Métropole. Là, je fais remonter plus des questions de citoyens que nous avons. Et Madame Rivasi, j'ai su par ma collègue Anna Gasquet que vous en aviez eu il n'y a pas très longtemps à ce sujet. C'est la question du suivi, justement, des personnes qui ont un cancer et qui ont des protocoles de chaque côté de la frontière.
Parce que certaines personnes sont binationales ou vivent, on va dire, en pendule d'un côté et de l'autre, ou n'obtiennent pas certains soins, certains protocoles d'un côté, donc vont aussi d'un autre côté. Et est-ce que ce plan cancer aussi prend cet angle-là du suivi des citoyens et comment est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que oui, il y a la recherche, oui, il y a le supra, mais que techniquement aussi, on accompagne la mobilité des citoyens qui est l'un des premiers droits des citoyens européens. Je trouve que c'est une question très importante que le plan aborde. Peut-être de façon insuffisante et il faut peut-être qu'on y réfléchisse. On l'aborde essentiellement par un biais qui est un frein majeur à la mobilité des citoyens en matière de santé, c'est le partage de données. Parce qu'en fait, si vous vous déplacez d'un côté à l'autre d'une frontière avec un dossier médical qui ne suit pas, ou qui suit mal, ou qui est morcelé, ça ne va pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un dossier électronique partageable, si ce n'est partagé, parce que le dossier partagé, c'est encore une autre affaire. Vous avez tout à fait raison, et ça me porte à parler d'un sujet qui me paraît important, qui est celui de la directive sur les soins transfrontaliers, c'est-à-dire une disposition européenne par laquelle un citoyen d'un pays qui ne trouve pas dans ce pays les infrastructures ou les compétences ou les médicaments correspondant à sa maladie peut être pris en charge dans un autre pays d'Europe avec une prise en charge de ses soins, mais une fragilité sur son déplacement et son hébergement sur laquelle justement on travaille. Donc merci d'avoir abordé ce sujet. Globalement, la question du transfrontalier dans l'Union européenne, moi c'est une chose que j'ai découvert. Au début, quand je suis arrivée dans le Parlement, ça m'a un peu surprise qu'on parle autant des coopérations transfrontalières, des dispositifs transfrontaliers, parce que j'avais une vision un peu globale et inclusive. Et en fait, ce qui se passe des deux côtés d'une frontière de l'Europe, c'est souvent un dispositif qui est une expérimentation, qui est une accroche et qui est un modèle pour la suite, et c'est important de ne pas l'oublier. Si vous me permettez, juste rajouter un mot, tous les dispositifs existent déjà. Déjà, il faut mesurer un petit peu sur quelle population population. Je parle que des frontières intérieures, hein, on va bien se garder de parler des frontières extérieures. Tous les déplacements, et entre autres la révision, puisque j'ai participé, on a travaillé plus de 2 ans sur la révision, sur la coordination des systèmes de santé, prouvent qu'il y a à peine 3 700 000 personnes qui se déplacent en Europe autour du travail, et maintenant on l'a étendu à celles qui ne travaillent pas. Eh bien, 2 millions de travailleurs, en particulier les travailleurs détachés. Donc ça correspond à pas énormément, un nombre de personnes pas si important que ça. Pour autant, même ces personnes, si peu nombreuses soient-elles, méritent des soins. Après, la libre circulation est tout à fait possible, et la prise en charge des soins par la coordination des systèmes de protection sociale va se faire automatiquement. Parce qu'il existe quelque chose qu'on oublie tout le temps, ce sont les conventions internationales. Elles sont très anciennes. Les premières ont été signées au niveau européen avant la naissance de l'Union européenne. Mais il y a des années et des années, c'était particulièrement autour des marins. Donc il n'y a pas de difficulté pour se faire soigner. Quant au dossier, eh bien, si tous les pays d'Europe adoptaient la législation française, la loi de 2002, un dossier est un dossier personnel. On le transporte avec soi. Il n'a pas lieu d'être transporté par voie numérique ou par des lettres entre des confrères ou quoi que ce soit. Le dossier est un dossier personnel. Ce faisant, on devrait parfaitement pouvoir arriver à offrir des soins. Enfin, moi, je suis à Marseille et il y a des cliniques entières qui ont pris l'habitude d'avoir des partenariats avec l'Italie, et les citoyens italiens viennent se faire soigner à Marseille. Eh bien, je suppose que c'est valable pour toutes les régions de France, où on a des populations d'autres pays qui viennent se faire soigner chez nous sans aucune difficulté. Je ne suis pas sûre que le plan cancer doive s'atteler à ça outre mesure et créer une structure supranationale, alors que là encore, ça fonctionne déjà très bien. Tout est perfectible. Alors moi, je mets un petit bémol quand même. C'est que, est-ce qu'on a le choix de choisir son protocole? Parce que la question que vous posez, ce qu'en dessous, ce que je comprends, c'est que les protocoles, par exemple sur le cancer, c'est très difficile à titre personnel de dire « mais ça ne me convient pas ce protocole ». Et alors, comment on peut savoir si ça convient ou ça ne convient pas?
c'est qu'on va le comparer à d'autres protocoles qui se font ailleurs. Et j'avoue que moi, je suis pour que la personne choisisse son protocole. Alors, si c'est des trucs qui sont à haut niveau, qui sont partagés sur le plan européen, eh bien, vous dites, bon, ben, c'est partagé, autant aller dans cette façon de me faire soigner. Mais moi, j'ai plein d'exemples où les gens sont allés se faire soigner en Allemagne parce que le protocole correspondait mieux au type de maladie qu'ils avaient. Mais c'était très mal perçu en France, ça. Donc, vous voyez, c'est un peu la liberté de soin jusqu'où on va aller. Mais sachez qu'avec, on n'a pas tellement parlé des essais cliniques. Parce que là, moi, j'ai un souci quand même. Quand j'entends Pfizer qui dit ah, mais ça y est, on a fait les études cliniques maintenant pour les gamins de 5 ans à 12 ans. Mais pas du cancer. Non, mais on peut parler du cancer sur d'autres choses par rapport au labo. Mais je dis, mais attendez, c'est des essais cliniques faits par les labos pharmaceutiques. Tous les essais cliniques sont faits par les labos pharmaceutiques. Et ça, et comme Monsanto faisait ses études sur le glyphosate. Si tu veux, je peux changer de sujet. Sachant que le glyphosate est cancérogène suivant le cirque et il n'est pas suivant l'EFSA. Mais enfin, passons. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment des essais cliniques. Il faut qu'ils soient transparents aussi, même ceux qui ne marchent pas. Parce que là, c'est intéressant de ne pas aller dans des impasses, de savoir pourquoi. Et puis, il faudrait que la dernière phase, elle se fasse par des universitaires. Moi, ça me gêne quand tous les essais cliniques sont faits par les labos. Parce que là, il y a quand même un biais. Juste un point quand même. Dans le domaine de la cancérologie, ce n'est pas le cas. Il y a une proportion importante des essais cliniques qui sont à promotion académique et universitaire. Par contre, ce qui est vrai, et je pense que c'est sur quoi vous mettez l'accent, c'est que vous savez qu'il y a différentes phases dans les essais cliniques. Les phases les plus innovantes, en fait, sont souvent faites par des promotions académiques. Et puis, quand on passe à ce qu'on appelle les phases 2 et les phases 3, là, les industriels prennent les relais, ce qui est aussi en partie légitime étant donné le nombre de patients impliqués, le coût que le déploiement de ces phases 3 représente. Mais il y a, et je pense que l'articulation entre la promotion académique et la promotion industrielle doit certainement encore être repensée, évoluée, etc. Mais une partie importante des essais, en tout cas de phase précoce, reste des essais à promotion académique. Au début, tout autant que les académies ou les personnes amenées à être impliquées dans la recherche publique aient des fonds suffisants. Ce que j'ai découvert à l'occasion justement de l'interrogation des universitaires marseillais, donc de l'AMU, c'est que, en gros, quand j'ai bien fini par comprendre les projets sur le Covid, c'était 1/3 recherche publique nationale, 2/3 fonds européens. Tout est là. Juste pour, je dirais peut-être une dernière phase de notre débat, il y a tout un chapitre et tout un chantier dans le projet dont on n'a pas vraiment parlé. Je pense que c'est important que vous ayez l'occasion d'en dire un mot. On l'a abordé même de façon un peu, c'est la question, je dirais, du patient lui-même, de sa qualité de vie, des aidants, de son entourage, de ce que le plan prévoit pour soutenir et le patient et les aidants, y compris la question de l'expertise du patient et de sa participation au processus, évidemment, de décision sur les protocoles de traitement, comme vous le disiez, mais aussi, je dirais, le patient comme expert pour contribuer à l'innovation dans la lutte contre le cancer. Et puis, les soignants. Je pense qu'on n'a rien dit de l'évolution des métiers de la médecine, et je ne parle pas simplement de la formation des médecins, je pense aussi à toute l'évolution du métier des infirmières de cancérologie, les infirmières de parcours, les infirmières qui interviennent dans l'annonce, qui interviennent dans le suivi à long terme des patients, etc. Et je pense que c'est important qu'on puissiez réagir sur ce que le plan dit à propos de cela et de comment ils sont intégrés dans la démarche ou pas, ou ce que vous voyez comme force et faiblesse sur cet aspect-là. Moi, je veux bien parler de ce que dit le plan. En fait, il y a beaucoup, sous le contrôle de ma voisine de droite, il y a beaucoup des éléments dont tu as parlé qui sont extraordinairement importants en cancérologie, mais qui sont quand même plutôt du domaine de l'organisation nationale. Donc, le plan en parle, comme il parle de ce qu'il considère comme étant plutôt de la prérogative nationale, c'est-à-dire sous forme de recommandation.
Il y a un point fort que je voudrais, il y a deux points forts que je voudrais évoquer. Le premier, effectivement, c'est la formation pour laquelle on propose des formations, des mobilités, des modules communs. Et ça me paraît très important. Et puis, il y a le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est une invention française, et en fait, c'est une invention des patientes, c'est toujours eux qui ont les meilleures idées, et qui a été reprise par 3 autres États membres et qu'on aimerait déployer. Alors là encore, c'est de l'ordre de la prérogative nationale, mais c'est quand même la façon qu'on a de faire en sorte que le patient guéri du cancer n'ait pas la double peine d'aller voir l'assureur ou le banquier et de s'entendre dire « vous avez eu un cancer, vos taux d'assurabilité sont considérablement plus élevés pendant 5 ans ». Ça a marché au niveau français avec la complicité des assureurs, qui sont des très bons décideurs de santé, parce que c'est des payeurs. Et les meilleurs décideurs de santé que je connais, c'est les assureurs, parce qu'ils connaissent parfaitement la balance entre le risque et le bénéfice. Donc tout ça pour dire que ce droit à l'oubli, on va faire beaucoup pour essayer de le déployer dans l'ensemble des pays européens, mais ça reste une prérogative nationale. Et l'accompagnement du patient, à mon avis, on peut travailler sur le partage de pratiques, on peut travailler sur les échanges, on peut travailler sur la mobilité des professionnels pour qu'ils s'approprient les bonnes idées des uns et des autres, mais c'est quand même assez peu une compétence européenne, et c'est moi qui le dis. Dont acte. Si vous me permettez, je voudrais ajouter un mot sur ce côté de la prévention. Alors, là encore, il faudrait trouver la place de l'Europe, dans la mesure où l'Europe a d'énormes budgets, que ces budgets soient bien utilisés et nous reviennent, encore une fois, parce que c'est toujours ça qu'il faut voir aussi. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on l'avait utilisé directement? L'Europe existe depuis 60 ans, dans l'état actuel des choses, il faut faire au mieux avec ce qu'elle propose. Ce que je verrais bien, c'est la prévention, nous en avons parlé en préparant cette réunion, ce serait de former tous les soignants, les familles, et même, pourquoi pas, les personnes passées 65 ans, on va dire, au moment où on commence à perdre un tout petit peu de ses capacités de libre arbitre et de tonus, à voir derrière des signes simples de fatigue, de troubles de l'idéation, des bricoles qui font qu'on dise « Ah ben voilà, l'âge est là, 65, 70, 80 », aller voir des signes de cancer. On sait que le cancer, ce n'est pas parce qu'il se diagnostique tardivement qu'il n'a pas existé préalablement, et par des signes infimes. Et évidemment, plus on avance, et moi je suis de formation gériatrique, donc il faut toujours, devant des propos de personnes âgées, pas dire « bon, ben écoutez, c'est la date de naissance que vous payez aujourd'hui ». Non, il y a toute une approche gériatrique. Il y a une façon d'écouter les personnes qui arrivent avancées dans l'âge. La moindre faiblesse musculaire, les moindres troubles respiratoires, les moindres, même une période dépressive, quelque chose comme ça, c'est pas forcément l'âge. Et il faut savoir lire derrière tout ça. Et au-delà de ça, là aussi dans une autre vie où je m'occupais de rééducation fonctionnelle, j'ai eu l'occasion de découvrir des pathologies cancéreuses derrière des lombalgies, derrière des signes relativement bénins. Et là, on trouve quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose, c'est le 6e sens des soignants, c'est le 6e sens des accompagnants. Et ça suppose une empathie, une écoute, certes aussi poser la bonne question. Donc c'est toute une formation, plus particulièrement à l'écart de ces 75% de personnes qui vont développer un cancer, non pas le développer sur de longues années, mais le révéler. Et c'est à ce moment-là qu'on doit avoir cette approche-là. Je crois que c'est quelque chose où il y a une sensibilisation, au-delà de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, bien sûr que la prévention dans tous ses sens, mais là, il y a quelque chose qui est pour l'instant totalement occulté. Alors, moi, je passe à un autre stade, c'est la survie des gens qui ont un cancer. Et là, il y a eu quand même pas mal d'amendements pour parler d'oncologie intégrative. Alors, c'est quoi l'oncologie intégrative? C'est d'associer à la fois, je dirais, la médecine traditionnelle avec une médecine complémentaire. Et il y a plein de centres qui existent en Europe qui sont un peu référents, où justement, la personne qui a eu un cancer, qui a un cancer, elle est prise en charge, mais vous voyez, avec
un ensemble de solutions qui améliorent énormément sa qualité de vie et qui améliorent aussi sa survie. Et je trouve que ça, c'est un concept qu'on n'utilise pas trop en France, hein, la médecine intégrative, parce que ça fait référence à l'acupuncture, à la naturopathie, à plein de médecines complémentaires, mais qui apportent vraiment un plus sur la qualité de vie des malades. Et donc là, moi, j'ai proposé des amendements là-dessus. J'ai fait plusieurs conférences sur le plan européen, beaucoup avec les Allemands. Dans le Bade-Württemberg, ils ont beaucoup de centres où ils ont cette complémentarité des médecines. Et je trouve que ça peut être aussi une valeur ajoutée qu'à l'Europe. Parce que l'échange d'expériences, vous voyez, tu vois, quand tu dis c'est sur le plan national, tout ça. Moi, quand je rencontre des Allemands, des Autrichiens, des Suédois, tout ça, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et ça, c'est un enrichissement, vous voyez, sur l'approche du patient. Et il faut que le patient soit acteur de sa santé. Vous voyez, pour moi, la santé, ce n'est pas la propriété des médecins, même si c'est des grands professeurs, etc. Ils font partie, mais il faut vraiment que le patient soit acteur. D'où votre question sur les protocoles. Il faut qu'ils soient bien informés. Et puis, vous savez, les gens qui sont malades, ils s'informent sur Internet maintenant, hein. Donc, ils sont un peu au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais ça apporte une valeur ajoutée, parce que notre santé, elle nous appartient, hein. Donc, quand vous avez un cancer, en plus, c'est des cancers où il n'y a pas trop de survie, ben, je vous assure que ça vous donne une énergie pour essayer de voir dans quel pays ou quel type de médecine pourrait être plus approprié. Pour rebondir sur ce que vous avez dit les unes et les autres, et pour peut-être apporter un angle justement sur un aspect qui, moi, dans ce plan cancer, je pense que le problème n'est pas peut-être complètement identifié, c'est qu'on a, je dirais, on a certainement un changement de vision au cours des 20 dernières années. Je dirais, jusqu'à présent, notre objectif dans le cancer, c'était évidemment de tirer les gens d'affaire. Je dirais, depuis 20 ans, on y arrive nettement mieux. On commence à avoir des solutions thérapeutiques, même dans des cancers qui étaient autrefois considérés comme absolument incurables. Vous avez parlé des immunothérapies, par exemple, c'est le dernier exemple de ce qui est en train d'être déployé maintenant. Et du coup, quelque chose s'ouvre auquel on ne faisait pas tellement attention avant, c'est qu'on a des gens qui sortent du cancer et qui vont vivre 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans post-cancer, avec une condition de santé qui est en partie influencés par la maladie qu'ils ont traversée, par les traitements qu'ils ont subis. Et donc on découvre, en fait, on ouvre un champ de médecine pour cette population de ce qu'on appelle, enfin, autrefois on appelle ça les cancer survivors en anglais, mais je dirais on est au-delà de ça. Je dirais on pourrait dire des personnes qui sont retournées à la vie après le cancer. Et on rencontre là des situations médicales qu'on n'avait jamais vues avant et qui vont concerner des millions et des millions de personnes. Donc je pense que c'est ce que vous avez un peu évoqué l'une et l'autre. Je pense que là, il y a vraiment des axes à prendre en compte. Sur l'aspect de l'oncologie intégrative, comme vous l'avez appelé, il y a beaucoup d'initiatives et je pense que notamment, même on peut dire qu'à Lyon, on a des équipes qui sont vraiment des leaders dans le domaine, sur par exemple l'intégration de la prise en charge de l'alimentation et de l'exercice physique dans les traitements et comme vous le dites, les impacts sur les réponses thérapeutiques et sur la survie des patients sont absolument spectaculaires. Donc ce sont certainement des directions, ça fait partie de cette prise en charge plus globale dont on aura besoin pour accompagner sur le très long terme les patients qui ont traversé un épisode de cancer. Sachant que ça, c'est comment dirais-je, en écho au risque multifactoriel des cancers. Hein, on n'a pas parlé de l'exposome, des choses comme ça, mais effectivement, tout ce côté multifactoriel est vrai dans la genèse de la maladie, et c'est aussi vrai dans la sortie de la maladie et dans la prévention de la récidive. Ça, ce sont des choses tout à fait passionnantes. Et oui, tout ce qui est environnemental au sens très large est un véritable problème. Ce n'est pas pour marcher sur des brisées, nous les partageons, ces visions-là. Et là, maintenant, la notion d'exposome, ce n'est plus du tout une vision théorique, c'est une réalité. Et effectivement, le changement de société passe par le changement de multiples expositions parce qu'on est à l'abri de rien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir ou réagir ? Et je suis ici la ligne sur le chat. Je vois
parmi les derniers commentaires, et ça va encore se poser sur des questions plus loin. On parle donc de l'accompagnement des malades en fin de vie, de la liberté de mourir dans la dignité, etc. On voit qu'on part sur des tas de questions qui sont de fait, je dirais, le sujet dans lequel nous sommes recoupe aussi tous ces aspects-là, y compris les aspects éthiques que ça peut soulever. Je pense que, je me retourne vers Madame Mouret, je pense que nous avons occupé déjà une plage de temps importante et on a déjà beaucoup couvert de sujets. Si vous voyez des points qui vous semblent, si vous partez d'ici avec des questions brûlantes en vous disant mais ils n'ont pas du tout parlé de ça, dites-le nous, on peut encore faire un petit tour, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, Arif Eildiz. Moi, c'est pas tellement une question, mais je voulais plus savoir un petit peu votre vision plus globalement sur... Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'Europe de la santé, et notamment grâce à Véronique Trier-Lenoir et à votre travail global au Parlement. Vous avez parlé notamment tout à l'heure, Madame Melin, du fait qu'on ne pouvait pas imposer notre système, que notamment en France, on avait peut-être un système un peu plus complet, plus lourd comparé aux autres pays. Mais est-ce que dans l'avenir, même si on sait que la santé, c'est la compétence des États membres, est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans l'avenir une Europe de la santé, à minima un standard, où on aurait tout un tas de choses similaires dans tous les pays de l'Union, pour que justement il n'y ait pas une migration d'un pays à l'autre. Je ne parle pas du strict minimum, mais sur tout un tas de choses où on a déjà une vision commune pour avoir justement une vraie Europe de la santé. Voilà, je voulais vous remercier aussi. Si vous me permettez de vous répondre, je vais vous répondre. C'est aux États de décider. C'est aux États de savoir s'ils veulent tous avoir le même standard ou pas. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut sortir de cette logique de faire beaucoup, peut-être trop. Vous savez, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Si dans un pays, parce que si vous voulez, le bien-être, la santé, la sécurité sanitaire, comme toutes les sécurités, c'est fondamentalement un principe régalien. Après, chaque État, pour ce principe, cette sécurité, ou sanitaire, ou alimentaire, ou la sécurité physique, ou la sécurité de la défense nationale ou internationale, c'est un choix d'État. C'est un choix d'État. Alors, évidemment, il y a cette vision maintenant qui fait que on n'admet plus tellement que les États fassent quoi que ce soit. L'ingérence dans les États, c'est une forme d'ingérence que de vouloir créer. Pardon, je ne suis pas du tout agressive, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe, de vouloir créer des standards. Il est évident que des gouvernements qui ont tous à peu près la même éducation, les mêmes tranches d'âge et les mêmes volontés de leurs citoyens, si vous voulez, vont tous tendre vers la même chose. Et ce qui serait intéressant, je pense à la France, mais c'est vrai pour d'autres pays aussi, c'est que comment dirais-je, la croissance des pays dégage des fonds qui permettent la recherche publique, qui soit en coordination avec toutes les recherches publiques de chaque État membre de l'Europe, permettent de mettre en place des systèmes de distribution de soins de véritable qualité, quitte à aider. Ce n'est pas du tout le souci. Et la coopération, elle peut être dans l'aide véritable. Il est certain qu'il est un peu dommage de voir que beaucoup de médecins, soit français formés en Roumanie, soit roumains qui viennent en France, se fassent retoquer mois après mois par tous les ordres des médecins départementaux. Vous comprenez, c'est très dommage. Il serait tout à fait agréable que les niveaux soient les mêmes. Ce n'est pas encore le cas. On y arrivera peut-être. Ça, c'est des formes de coopération. Voyez. Mais créer un standard pour créer un standard, c'est une forme de normatisation qui ne me semble pas de bonne loi, parce que la sécurité sanitaire, la sécurité de la santé, c'est une prérogative régalienne. Tant qu'il existe des États, c'est quand même le substratum de ce qu'un État doit proposer à ses citoyens. Je suis absolument pas d'accord avec ça, mais Comme Madame c'est Melin le étonnant. sait. Tout ce que vous évoquez, c'est vrai que c'est des prérogatives nationales, au même titre que tout ce que Madame Melin nous a dit sur l'oncogériatrie, qui est une nouvelle spécialité cancérologique dans laquelle la France est particulièrement en avance, et Lyon au sein de la France. Mais l'article 168, le fameux, l'infranchissable, c'est précisément celui qui dit que l'Union européenne veut un état de santé qui soit bon pour tous les citoyens européens. Et le moyen d'y parvenir
dans des pays qui n'en ont soit pas les moyens, soit pas l'envie, c'est pas de faire de la coercition, c'est de mettre en place des critères et des standards qui sont des standards de qualité et de santé minimum. Et ça, l'Union européenne le doit à ses citoyens. Les États le doivent aussi d'ailleurs à leurs administrés. Et on voit bien qu'il y a des États dans lesquels, pour des tas de raisons, ça peut être des raisons de mauvaise gestion politique ou ça peut être des raisons d'insuffisance de financement, ne sont pas en capacité de donner à leurs administrés la meilleure santé possible. Donc, quand vous dites coopération, moi je dis standard, et finalement, quelque part, on se rejoint. Je veux dire, non, un État membre de l'Union européenne n'a pas le droit de renoncer à donner la meilleure santé possible à ses administrés. Non, il n'en a pas le droit, eu égard à l'article 168 des traités et aux valeurs européennes que globalement nous partageons et qui sont des valeurs de santé et de bien-être. Alors, cette union de la santé, je pense qu'on est quand même d'accord sur il faut harmoniser les critères, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On le voit dans les études épidémiologiques. Ouais. Il faut arriver, bon, je parle d'harmonisation, hein, qu'on se mette d'accord sur quels sont les critères qu'on prend pour qu'on ait des données et qu'on ait une meilleure analyse du pourquoi du cancer, où sont ces cancers, etc., etc. On a la recherche. Et on parlait tout à l'heure de cet outil qui est Horizon 2020. C'est des milliards. Et quand il y a des équipes de chercheurs qui sont très innovantes en France ou ailleurs, eh bien, c'est l'Europe qui peut les aider. Mais ce n'est pas tout seul qu'on travaille sur la santé. Quand je vois tous ces congrès de médecins sur les différentes maladies, ça apporte un plus parce qu'il y a un échange, il y a une communication. C'est très rare lorsqu'un chercheur découvre tout seul quelque chose. C'est souvent des équipes. Donc voilà, ça c'est une valeur ajoutée de l'Europe. Après, sur les médicaments, moi je trouve que là, l'Europe, elle ne joue pas son jeu parce qu'il y a la souveraineté nationale dans le prix du médicament. Et ça, les États-nations, ils sont alors bloqués de bloquer. Ils veulent garder cette compétence. Alors, comment ? Michel, c'est eux qui remboursent. Oui, mais justement, on pourrait avoir des prix, parce que les labos, c'est un rapport de force. Si on avait un rapport de force, quand on fait des achats groupés, on a un rapport de force. Vous voyez, et ça permettrait de diminuer le prix des médicaments, de savoir combien la recherche publique a donné et d'avoir un vrai coût du médicament. Enfin, moi, je vous assure, alors vous allez dire que je suis monomaniaque sur les labos, mais quand je vois l'argent qui se font sur la pandémie, alors ça m'horripile. Je me dis, mais comment ces gens ils vont se faire des milliards alors qu'ils doivent être là pour promouvoir la santé? Qu'ils se fassent des bénéfices, oui. C'est une entreprise, bon, ok. Mais là, c'est plus des bénéfices, mais c'est des châteaux d'or qui se font. Vous voyez, bon. Et ça, je pense que l'Europe, elle pourrait vraiment avoir une valeur ajoutée. Maintenant, je voudrais quand même que vous soyez conscients des problèmes des États membres. Vous voyez, le CDC, qui est l'agence qui contrôle les maladies infectieuses, on a une agence, le CDC, qui est inconnue sur le plan mondial, alors que le CDC américain, il est connu de partout. Nous, on est pour renforcer cette agence en disant il faut qu'elle fasse des études épidémiologiques quand il y a des épidémies dans le monde, en Afrique ou ailleurs. Vous voyez, il faut qu'elle soit beaucoup plus présente. Mais il faut plus de moyens. Mais quand on a demandé à ce que le CDC, cette agence, elle puisse faire un état des lieux des infrastructures sanitaires dans chaque pays européen, mais alors les États membres, ils ont dit pas question qu'il y ait un regard extérieur qui vienne dans nos États membres. Et pourquoi ça? Moi, je trouve que c'est intéressant de comparer l'Allemagne, la France, l'Espagne et d'autres pays pour voir s'ils sont au niveau ou pas. Parce qu'on a manqué de lits quand même en France. Vous voyez, on dit la France c'est le meilleur, mais on n'est pas si meilleur que ça. Sur les soignants, le statut des soignants, il pourrait y avoir une harmonisation aussi. Vous voyez, moi l'Europe, je la vois en plus. Je la vois en valeur ajoutée. Je la vois en échange. Et je trouve que sur le plan cancer, on ne peut être que gagnant en fonctionnant ensemble. Et que quand il y a des réticences sur les États membres, ou de la Commission d'ailleurs,
il faut que ça soit le Parlement chaque fois qui booste. Vous voyez, le rôle du Parlement dans la santé, il a été déterminant. Et je vous donnerai un dernier exemple où là, on est d'accord. On voulait faire une agence sur les systèmes de soins en cas d'urgence, qu'on appelle ERA. Qu'est-ce qu'on voit dans la proposition de la Commission? Qu'il n'y aurait que la Commission et les États membres. Le Parlement est évacué des choix. Alors, la justification, c'est qu'on ira plus vite. On n'aura pas besoin de l'avis du Parlement européen. Oui, mais aller plus vite, quelle va être la gouvernance? Parce que tout à l'heure, vous avez posé des questions sur la gouvernance. Nous, on voulait associer justement des chercheurs. Alors que là, ça va être la Commission, les États membres qui vont décider. Il y aura l'opacité sur les contrats qu'on va passer, vous voyez, avec les entreprises, etc. Donc, on a tout intérêt, vous voyez, à travailler ensemble et pas jouer les États membres, la Commission, contre le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est la démocratie et ça représente les citoyens européens. Donc ça, il faut le défendre. Je voudrais juste me permettre quand même, Michel, pardon de te porter, non pas la contradiction, mais relever une petite incohérence malgré tout. Ok, la Commission qui ferait mieux, surtout pour des achats groupés. Nous avons eu droit à une remarquable procédure de marché public groupé et qui donne qu'on est dans l'impossibilité de maîtriser le prix des vaccins. Alors, il y a peut-être beaucoup à faire encore. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Voilà. Et d'où la transparence des contrats. Oui, mais il y avait 7 négociateurs. On en a connu qu'un seul. Là aussi, il y a eu l'opacité sur les négociateurs. Et le résultat des courses, ce sont les documents qui étaient à 60% grisés et qui sont une contre-performance, il faut bien le dire, sur cette opération d'achat groupé. Ça mérite vraiment d'être amélioré. Je vais vous proposer peut-être on va clôturer le débat et la discussion à ce stade-ci. Peut-être plusieurs points. D'abord, un grand merci à vous trois pour le débat franc et pour les éclairages. On voit très bien qu'il y a des différences, il y a des questions, il y a des inquiétudes, et surtout, de tous les côtés, il y a une attente extrêmement forte. Je pense que, je dirais, bien au-delà de différences de perceptions qu'on lit assez facilement par rapport à l'échiquier politique ou tout ce qu'on veut, j'entends aussi dans ce que vous avez dit les unes et les autres un vrai consensus sur le besoin, la prise en compte de l'attente, le besoin de se coordonner et de s'organiser pour innover et pour créer de nouvelles réponses. Je pense qu'on est là sur quelque chose qui génère un énorme espoir. Et je pense aussi que ça nous ramène à quelque chose qui, moi, me frappe toujours quand on discute le cancer. Et je pense que c'est d'ailleurs avec les gens qui sont là en ligne, et puis tous ici dans la salle, et puis nous ici, on est tous directement en ligne. Non seulement parce que ou bien on l'a eu, ou bien on a un risque de l'avoir, mais nous avons des amis, des proches, des enfants, tout le monde. Je dirais, il n'y a pas une personne dans la société qui n'est pas directement touchée. Donc on est sur quelque chose qui nous atteint au plus profondément dans nos vies. Et je trouve, moi, très intéressant, je pense que c'est la vraie beauté, la vraie grandeur de la politique, de prendre en charge, d'aborder ces questions-là et de chercher ensemble, je dirais, les meilleures solutions possibles pour répondre à cette énorme attente. Voilà, je vous remercie et merci aussi pour tous ceux qui étaient là. Et merci pour ceux qui sont encore en ligne.